Madame la défenseure des droits, mes chers collègues, nous avons aujourd'hui le plaisir de vous recevoir, Madame Claire Hédon, défenseure des droits, afin de nous présenter le rapport annuel d'activité publié au printemps, que vous auriez dû présenter devant la commission des lois si l'incident de la dissolution n'avait prématurément interrompu les travaux de la législature précédente. Nous avions fixé à la semaine précédente, la semaine dernière, votre audition. Nous avons finalement auditionné, comme vous le savez, le ministre de l'Intérieur. Votre autorité, je le rappelle, a été créée suite à la révision constitutionnelle de 2008, récupérant plusieurs attributions d'anciennes autorités administratives indépendantes, avec un champ par conséquent de compétences très large, un très grand nombre de saisines. Vous reviendrez sur la signification de ces saisines, plus de 137 000, d'après en tout cas votre rapport pour 2023, ce chiffre progressant régulièrement. Et puis je pense que vous attirerez notre attention sur les cas de saisine qui progressent tout particulièrement au cours des derniers mois, dernières années. Avant de vous donner la parole, Madame la défenseure des droits, pour présenter votre rapport, je précise que vous êtes accompagnée notamment de votre secrétaire général, Madame Mireille Lecor, que je salue, de vos deux adjoints, Madame Cécile Barrois de Sarigny, adjointe chargée de l'accompagnement des lanceurs d'alerte, qui est derrière, Monsieur Daniel Agazinski, délégué général à la médiation, ainsi que votre chef de cabinet. Parmi les questions que j'avais en tête pour votre venue, avant de vous laisser prendre la parole pour une introduction liminaire, et questions viendront de nos collègues députés pour 2 minutes, je le rappelle. Peut-être pourrez-vous revenir sur la séquence que nous venons de vivre, celle des Jeux olympiques et Jeux paralympiques. Je note d'ailleurs qu'une mission d'information a été décidée par la commission des lois, remise entre les rapporteurs Éric Martineau et Stéphane Peu, où nous ferons à la fois le bilan, bien sûr, organisationnel, sécuritaire, mais également bilan en termes de liberté publique, de respect des libertés individuelles, toute une série de questions qui avaient pu animer nos échanges, nos débats au cours des dernières années, tout particulièrement lorsque nous avons adopté la loi dite JO, il y a maintenant plus d'un an. Voilà, Madame la défenseure des droits, encore ravi que vous soyez devant nous pour rattraper le temps perdu de la présentation de votre rapport. Je vous laisse la parole pour un propos liminaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie vraiment de m'accueillir aujourd'hui. C'est un moment important pour moi, pour l'institution, parce que ce que je viens vous dire, ce n'est pas simplement, je dirais, un simple rapport d'activité sur ce que nous faisons, mais bien un état de la défense et de la protection des droits. Et nous sommes pour cela un très bon observatoire des difficultés que les personnes peuvent rencontrer dans l'accès aux droits. Et je dirais de l'écart entre le droit annoncé et son effectivité. Et c'est bien de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vous rappelle, et vous l'avez dit, mais je réinsiste à chaque fois sur le fait que l'institution du défenseur des droits est prévue dans la Constitution. C'est la loi organique de 2011 qui spécifie nos missions. Et c'est vraiment 2 missions, la défense et la promotion des droits. La défense par le traitement des réclamations, la promotion des droits, c'est à partir de ce qu'on observe, dire ce qu'il faudrait faire pour que les droits soient mieux respectés. C'est bien ça que je vais vous dire aujourd'hui. Vous connaissez nos 5 champs de compétences, la protection et la défense des droits des usagers de services publics, la lutte contre les discriminations, la protection des droits des enfants. Nous sommes aussi l'organe de contrôle externe de la déontologie des forces de sécurité. Et puis la compétence qui nous a été rajoutée en 2016, renforcée en 2022, avec du coup aussi l'arrivée d'une adjointe, la protection et l'orientation des lanceurs d'alerte. Pour tout cela, nous nous appuyons sur 250 agents, majoritairement des juristes et majoritairement au siège. Et puis une grande particularité qui sont quand même nos 600 délégués territoriaux que souvent vous connaissez, puisque vous les voyez sur le terrain, qui assurent des permanences dans 1000 lieux de permanence partout en France et en Outre-mer. Et également, chaque année, plus d'une centaine de jeunes ambassadeurs et ambassadrices des droits qui vont dans les collèges, lycées, écoles, parler des droits de l'enfant et de la lutte contre les discriminations. En 2023, 138 000 réclamations ont été reçues.
Ce sont autant de situations vécues. Ce nombre est en augmentation de l'ordre de 10% par an. Et ces situations nous permettent de dresser un état de la société, un état du respect des droits. Nous ne voyons que les situations dont les droits ne sont pas respectés. Mais nous ne voyons pas toutes les situations. Et nous avons pour ça 3 atouts. Notre indépendance, qui est un premier atout important, une connaissance fine du terrain, par justement et de la réalité des atteintes aux droits, par la présence de nos délégués territoriaux, par les situations très concrètes dont nous sommes saisis et qui arrivent également au siège, et puis une expertise juridique solide. Et ça, ce sont 3 atouts qui me permettent de voir, de recommander, d'obtenir aussi des avancées, de faire émerger des sujets dans le débat public. Alors pour commencer, je dirais qu'il y a 3 points dans ce que je voudrais partager avec vous avant de répondre à vos questions. Je dirais que pour commencer, la manifestation et l'une des manifestations les plus concrètes des difficultés d'accès aux droits, c'est le recul des services publics. C'est le fossé, d'ailleurs, pour reprendre les termes du Conseil d'État, qui s'est construite entre les usagers et les services publics. Et je précise toujours, quand je dis ça, que je ne mets pas en cause l'action des agents publics, mais bien au contraire, leur effacement du fait d'une dématérialisation excessive. Les services publics incarnent en fait l'accès aux droits. Ils ont un rôle majeur pour la cohésion sociale, mais les services publics doivent pour cela rendre une prestation effective et être accessible. Or, en fait, qu'est-ce que nous constatons ? C'est de manière persistante la déshumanisation des services publics. Les problèmes d'usagers de services publics représentent 80% de nos réclamations. La dématérialisation des procédures administratives a, du fait de son caractère excessif, des effets délétères que nous dénonçons, vous le savez, depuis des années. La dématérialisation peut être une chance pour un certain nombre de personnes pour faire des démarches. Encore qu'on peut tous se retrouver confrontés à un bug et à un blocage. Alors vous allez me dire que je me répète, que vous m'avez déjà entendu dire ces constats. Ça ne me réjouit pas de me répéter, mais je sais aussi que vous constatez exactement les mêmes choses dans vos permanences que ce que je peux constater moi-même. J'aimerais pouvoir vous dire qu'il y a moins d'usagers en difficulté, que nous recevons moins de saisines, mais cette année encore, le constat que nous faisons, et nous l'avons étayé de plusieurs manières, c'est encore une aggravation. Avec l'Institut national de la consommation, nous avons mené une étude sur l'évaluation des réponses apportées aux usagers par les plateformes téléphoniques de 4 services publics qui concernaient la CAF, l'assurance maladie, l'emploi et la retraite. Et les résultats sont assez effrayants parce que sur 1500 appels passés, d'abord 40% n'ont pas abouti. Et dans les appels qui ont abouti, 60% des appels ont donné lieu à des réponses erronées ou incomplètes. Et souvent, nous disons que des personnes qu'elles sont éloignées du droit, et moi je crois surtout que c'est le service public qui s'est éloigné d'elles, notamment des plus vulnérables, des plus pauvres, des plus en difficulté, en faisant peser sur eux une charge administrative, une charge matérielle et mentale très lourde. La dématérialisation ne peut pas être considérée comme un progrès si elle l'exclut et si elle déshumanise le service public. Alors que près d'un tiers de la population est éloignée du numérique, donc en difficulté face aux démarches administratives, c'est au service public de s'adapter à l'usager et non pas l'inverse. Et les effets du recul du service public sont très concrets. Ils se lisent dans tous les territoires. Je n'ai pas de doute sur le fait que les espaces France Service constituent un progrès. La Cour des comptes l'a d'ailleurs souligné récemment, mais il ne suffit pas, face à la fermeture de nombreux guichets et aussi à l'impossibilité des agents dans ces espaces France Service d'accéder aux dossiers des personnes. Cet éloignement des services publics est particulièrement frappant dans les Outre-mer, et c'est pourquoi nous avons voulu réaliser en 2023 un rapport sur les services publics aux Antilles. Je vais vous donner quelques exemples de ce que ça veut dire. En Martinique, les travailleurs âgés mettent souvent plus d'1 an, voire 2 ans à liquider leur retraite. Ça veut dire qu'ils sont sans revenus pendant tout ce temps-là. Nous avons recommandé, d'ailleurs à la branche vieillesse, de fournir un appui exceptionnel à la caisse locale. Ça a été engagé cette année. En Guadeloupe, l'accès à l'eau est très aléatoire. D'ailleurs, du coup, en fait, les factures aussi. Et on a recommandé, nous, un abandon des créances sur des factures anciennes. Et une des intercommunalités a suivi notre recommandation. Aux Antilles, toujours, en raison notamment des problèmes de transport scolaire et de fermeture des classes, jusqu'à 20% d'heures de cours ne sont pas assurées. Et de façon très concrète, les enfants perdent ainsi au total une année scolaire dans leur primaire.
À Mayotte, ce sont des milliers d'enfants qui sont déscolarisés, sans compter les autres atteintes aux droits liées aux difficultés des services publics sur place. Mais évidemment, des atteintes aux droits des usagers, on les trouve aussi en métropole, dans différentes situations. Je pense entre autres aux subventions liées à la rénovation énergétique des bâtiments, sujet éminemment sensible en milieu rural et périurbain, quand on connaît le coût de l'énergie aujourd'hui. En 2023, nous avons connu une forte croissance des saisines relatives à MaPrimeRénov' de la part d'usagers qui ne parvenaient pas à faire aboutir leur démarche, qui avaient parfois engagé des frais très importants pour changer une chaudière dans l'urgence. Et j'ai eu l'occasion de détailler ce sujet devant la commission d'enquête sénatoriale sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique en avril dernier. Et je sais que vous voyez aussi ce genre de difficultés dans vos permanences. D'autres situations d'atteinte surviennent en milieu urbain, en particulier dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et je pense entre autres aux lycéens sans affectation. Parmi les 27 000 élèves qui n'étaient toujours pas affectés à la rentrée 2023 dans un lycée dans l'Hexagone, combien résidaient en QPV, combien dans des centres-villes plus favorisés? Chaque année, le problème se pose, devient habituel, presque normal, et nous ne pouvons pas l'accepter. Suite à mes recommandations et en application d'une note de service envoyée au premier trimestre, tous les élèves devaient recevoir une proposition d'affectation avant la fin du mois de juillet. J'ai fait la demande de ces chiffres auprès du ministère de l'Éducation nationale en ce qui concerne la rentrée 2024. Et j'ai eu une réponse de la ministre le 20 septembre qui n'est toujours pas satisfaisante, d'abord en raison du manque de données comparables d'année en année. Et en fait, il ressort qu'à la veille de la rentrée scolaire, plus de 27 000 élèves restaient sans affectation. Donc plus de 17 000 pour un lycée professionnel. Donc le problème perdure toujours. Je dirais même qu'il est plutôt en train de s'aggraver. Comment, dans ces conditions, l'enfant peut-il ne pas se sentir rejeté, écarté de son droit fondamental à l'éducation? Cela contribue de façon très concrète à enraciner le sentiment chez un adolescent, en particulier s'il vit dans un quartier défavorisé, que son pays ne veut pas de lui, qu'il n'y a ni place ni avenir. C'est profondément destructeur et c'est pour cela que je demande et je continuerai à demander à la nouvelle ministre de l'Éducation nationale que cela ne puisse plus se reproduire. L'attention que nous portons à tous les habitants et notamment aux habitants des banlieues, nous l'avons traduite en choisissant d'organiser à Trappes en septembre dernier notre permanence de 2 jours hors les murs. C'est vraiment l'institution qui va au-devant des personnes. Et j'avais choisi Trappes bien avant les révoltes urbaines de l'été parce qu'il ne faut pas attendre que la situation s'envenime pour s'engager au service de ses habitants. Et sur le marché de Trappes, nous avons entendu des difficultés d'accès aux droits, des discriminations, des brimades, des tensions avec de nombreuses institutions. Et la semaine dernière, de nouveau, pour ce Place au droit, j'étais avec une délégation de l'institution à Marseille, Porte d'Aix, et nous organisons cette opération depuis 8 ans maintenant. Elle met en lumière le travail de nos délégués, présents au quotidien sur le terrain. Et l'année prochaine, nous prévoyons de réaliser cette opération en zone rurale. L'enjeu tenant à la présence des services publics... L'enjeu tenant à la présence, nous sommes présents avec nos délégués dans toutes les zones rurales. L'enjeu tenant à la présence des services publics, nous le voyons aussi avec la désertification médicale, la situation critique de l'hôpital public et le renoncement aux soins de la part de personnes en difficulté, de personnes en situation de précarité. C'est aussi le cas des enfants en situation de handicap, dont la présence scolaire est diminuée, voire empêchée, par défaut d'accompagnement humain en classe ou à la cantine. J'ai présenté nos propositions sur ce sujet dans un avis à la députée Lanlot lorsqu'elle était rapporteure de la PPL pendant la précédente législature. Et tout en saluant l'adoption de ce texte, qui constitue sans aucun doute une avancée en termes d'accompagnement des élèves en situation de handicap, je soulignais dans mon avis la nécessité de le faire évoluer notamment sur 2 points. La prise en charge par l'État des frais d'accompagnement des élèves en situation de handicap sur tous les temps périscolaires et pas seulement le temps de la cantine, et la définition d'un cadre juridique clair quant aux compétences des MDPH en matière d'évaluation des besoins d'accompagnement sur ce temps périscolaire. Mais les évolutions du texte que je soutenais n'ont pas été prises en compte au moment de son adoption le 15 mai dernier. Il est donc à craindre que des difficultés apparaissent dans la mise en œuvre de ce dispositif du fait, d'une part, en fait, de la différence de traitement dans le régime de prise en charge des frais d'accompagnement selon le temps d'activité périscolaire qui sera concerné, et puis de l'absence d'évaluation objective
des besoins d'accompagnement des enfants sur les temps périscolaires, source de blocage en cas de désaccord entre la collectivité gestionnaire et l'État sur la nécessité de l'accompagnement. Nous sommes ainsi face à des atteintes aux droits, à des atteintes au principe d'égalité, d'égal accès de tous les enfants à l'instruction qui est garantie dans notre Constitution. Et notre travail, c'est de révéler ces failles, ces atteintes pour les combattre. Ces obstacles aux droits sont également criants pour les personnes étrangères, autre catégorie d'usagers de services publics. Le droit des étrangers est pour la deuxième année consécutive le premier motif de saisine de l'institution. Plus d'un quart concerne l'impossibilité de prendre rendez-vous en préfecture, des délais d'instruction excessifs pour des simples renouvellements de titres, et j'insiste, pour des simples renouvellements de titres, des milliers d'étrangers se trouvent en situation irrégulière du fait de cette défaillance, avec des ruptures de droits, perte d'emploi, perte de logement. Cela maintient les étrangers régulièrement établis, parfois depuis très longtemps, dans une forme d'insécurité administrative permanente. Et les étrangers ne constituent pas un groupe isolé du reste de la population française. Ce sont des étudiantes, des travailleuses, des soignantes, des grands-parents qui font société avec les ressortissants français. Et je féminise, car il s'agit en majorité de femmes, ce qu'on oublie trop souvent, et remettre en cause aussi profondément leurs droits menace la cohésion sociale dans son ensemble et l'intégration dans notre République. C'est un dysfonctionnement structurel auquel mon institution, avec ses moyens, ne peut pas répondre seule et qui surtout n'en a pas la vocation. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas nous substituer au service public. Sans réaction, mon institution risque l'embolie, risque de ne plus être en mesure de répondre aux personnes qui s'adressent à elle. Et à cela, la loi relative à l'immigration n'apporte aucune réponse, préférant fragiliser cette population plutôt que lui donner les moyens d'accéder à ses droits. Et j'ai eu l'occasion de détailler notre position sur ce texte lorsque ces rapporteurs de votre commission m'ont auditionné en novembre 2023, ainsi que dans plusieurs avis au Parlement au moment des débats. Si le traitement réservé aux étrangers est un révélateur de l'état des droits dans notre pays, il témoigne d'un mouvement de fragilisation des services publics et des droits qui dépasse la question de l'immigration. Face à cela, j'ai souhaité, dans le cadre des pouvoirs d'instruction du défenseur des droits tirés de l'article 18 et des articles 18 et 20 de la loi organique, mener une enquête auprès de l'ensemble des préfectures afin d'identifier avec précision les facteurs qui pèsent sur le bon fonctionnement des services étrangers des préfectures, afin de formuler de nouvelles recommandations pour un fonctionnement satisfaisant, mais aussi également d'identifier les bonnes pratiques mises en œuvre par certaines préfectures pour pallier les difficultés rencontrées, afin de les diffuser largement pour une meilleure effectivité des droits des étrangers. Et de plus, nous avons également lancé une instruction sur l'administration numérique des étrangers en France, l'ANEF. Je voudrais réinsister sur le fait que ces réclamations, à plus de 80% d'entre elles, concernent des renouvellements de cartes de séjour et non pas des premières demandes ou des demandes d'admission exceptionnelle au séjour. Les obstacles que l'institution constate au quotidien mettent en avant le rôle essentiel des services publics et les conséquences de leur défaillance. L'exercice des droits, l'égalité des droits passe par l'accès aux services publics. Le deuxième point que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui, c'est la fragilisation de l'état de droit. L'année 2023 a été une année particulière de fragilisation des droits. Je dirais aussi une forme de banalisation des atteintes aux droits. Et j'ai souhaité que le rapport annuel d'activité de l'institution le souligne en première partie, comme vous le voyez. Ces phénomènes ne doivent pas être pris à la légère, car ils contribuent à affaiblir l'état de droit. Et cette érosion, elle prend plusieurs formes. D'abord, il faut le redire, cela passe par des atteintes très concrètes aux droits fondamentaux des personnes. Nous l'avons vu cette année pour les personnes en situation de vulnérabilité. Le RSA a été davantage conditionné. Les expulsions de logements ont été facilitées. J'ai largement détaillé ces risques dans des avis au Parlement publiés en 2023. Cela passe aussi par l'inexécution de plus en plus importante de décisions de justice, que ce soit les juridictions nationales ou la Cour européenne des droits de l'homme. De façon très concrète, ce sont des mesures prises par les juges des enfants qui ne sont pas exécutées. C'est encore, comme on l'a vu à Mayotte, malgré un arrêt de la CEDH et des décisions du Comité des ministres du Conseil de l'Europe,
des rattachements arbitraires d'enfants à des personnes avec lesquelles elles n'ont aucun lien familial pour les placer en rétention administrative, puis les éloigner du territoire. Oui, nous avons vu des situations de Français expulsés aux Comores dans lesquelles ils n'avaient pas de liens familiaux. C'est aussi ça la réalité de ce que nous voyons dans nos réclamations. Doit-on rappeler que notre état de droit est notamment garanti par la possibilité constante d'un contrôle juridictionnel des décisions publiques. L'état de droit est un état dans lequel la puissance publique est soumise au droit. L'état de droit, c'est aussi le respect du droit par les forces de sécurité. Loin d'être un obstacle à leur travail, leur droit est au contraire le fondement de la légitimité. Et ce rappel est d'autant plus important alors que nous avons connu des révoltes en 2023. Un autre facteur de fragilisation s'exprime par les attaques que subissent ceux qui défendent les droits et les libertés. Je pense notamment aux menaces contre les associations. Car la démocratie, elle repose également sur la liberté d'association, à l'instar de la liberté de communication, de réunion, de manifestation, la liberté académique également. Elle permet l'expression dans l'espace public de la pluralité des opinions, notamment celles qui dénoncent des atteintes aux droits. La protection de ces libertés est ainsi nécessaire à la garantie des droits, notamment par l'État, ainsi qu'à la défense des intérêts collectifs au sein de la société. Or, nous sommes notamment saisis de pratiques d'intimidation des forces de l'ordre à l'encontre des associations de défense des plus précaires, présentes sur le terrain lors d'opérations d'expulsion de campements d'exilés, mais aussi à l'encontre des associations de défense de l'environnement. Les menaces se traduisent parfois par la suspension de subventions accordées par l'État, et mis bout à bout, ces éléments dessinent la fragilisation d'un édifice, celui de l'état de droit, par la relativisation des droits et du juge, par la limitation des libertés qui font la démocratie. D'autant plus que ces atteintes s'accompagnent d'un discours qui les banalise, voire qui les justifie. Les droits, en fait, sont présentés comme des obstacles plutôt que comme un horizon. Ils sont mis en concurrence avec d'autres priorités ou en fait au nom d'une recherche d'efficacité. Les droits fondamentaux sont souvent opposés à tort avec la démocratie et la volonté générale qui seraient muselées par le respect des normes considérées comme illégitimes. Les juridictions sont exposées à la critique, les droits sont fragilisés comme les institutions en charge de les faire respecter. Cette fragilisation n'est pas nouvelle, s'inscrit dans une tendance de fond, mais il semble que nous fassions face à une accélération qui pose la question de la santé de notre démocratie. Ne nous habituons pas à ce glissement. Cette fragilisation des droits nous concerne tous. Elle a des répercussions très concrètes sur la vie de chacun et nous le voyons dans les saisines que nous recevons. Et le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est que dans ce contexte, les missions du défenseur des droits sont toujours plus nécessaires. Toujours plus nécessaires pour régler des situations. Toujours plus nécessaires pour faire émerger des questions d'intérêt général dans le débat public. Le service au public est une relation et le défenseur des droits contribue à la rétablir. Elle contribue à combler le fossé justement entre les usagers et le service public. Et fort de son indépendance, il contribue à résoudre des problèmes rencontrés avec l'école, la CAF, les impôts, l'assurance maladie, France Travail, sa commune. En cela, le défenseur des droits s'adresse à tous, car nous pouvons nous trouver à différents moments de notre vie dans une situation d'incompréhension avec l'administration. C'est notre principale activité au service des droits de tous. Pour permettre, et je vais vous donner quelques exemples, que le bus scolaire s'arrête devant le domicile de 3 enfants qui sont scolarisés dans un territoire rural et qui, jusqu'à maintenant, le bus ne s'arrêtait pas, obligeait les enfants à marcher le long d'une route très fréquentée et donc à prendre des risques. Pour permettre également à des personnes porteuses de maladies chroniques de devenir militaires, pour que des jeunes footballeuses ne soient pas discriminées dans leur contrat par rapport à des jeunes footballeurs. Ces situations diverses que le rapport relate sont un petit aperçu des multiples succès de notre activité peu visible mais nécessaire. Sur 138 000 réclamations, dans 80% des cas, nous agissons en médiation, une médiation qui aboutit dans 75% des cas. Donc dans notre quotidien, nous sommes bien utiles à la population. Et j'insiste sur ce fait que nous sommes un recours pour tous. Nous sommes joignables gratuitement, par courrier, par mail, avec un formulaire sur notre site internet, par téléphone, partout en France avec nos 600 délégués, je le redis, qui tiennent des permanences dans plus de 1000 points d'accueil sur l'ensemble du territoire.
préfectures, maisons de la justice et du droit, mairies. Et nous continuons aussi à créer de nouvelles permanences dans des locaux d'associations, dans des centres sociaux, dans des espaces France Service, dans des missions locales, dans des tiers-lieux. L'objectif que nous nous fixons, c'est d'être toujours plus accessible afin de garantir à chacun le respect de ses droits. Et dans leur permanence, les délégués comblent un manque dont souffrent de plus en plus nos services publics. La présence de guichets qui permettent un accueil physique et une écoute. L'institution lutte également contre les discriminations et ici nous faisons en sorte aussi d'être joignables par téléphone. Il y a à la fois notre plateforme téléphonique généraliste, il y a aussi le numéro de téléphone, le 3928, pour répondre au mieux aux personnes victimes de discrimination et puis également un numéro dédié et gratuit pour les personnes en détention, le 3141. Il en va de même pour les enfants qui peuvent nous saisir directement. Nous sommes aussi un recours pour les lanceurs d'alerte, toujours plus nombreux à s'adresser à nous et ils sont agents de crèche, infirmières, directeurs des achats, directeurs juridiques, dévoilent des faits répréhensibles, tels que des maltraitances ou de la corruption, et leur parole doit être prise en compte dans l'intérêt de tous. Nous assurons leur protection, nous assurons aussi leur orientation vers des autorités compétentes. Nous leur avons consacré un guide qui rencontre un grand succès sur notre site internet pour dire aux personnes quand est-ce qu'elles peuvent être lanceurs d'alerte et comment procéder. Et nous venons de publier notre rapport bisannuel relatif au dispositif de protection des lanceurs d'alerte. Et je pourrais y revenir plus longuement si vous le souhaitez. La présentation de ce rapport annuel est donc essentielle pour dire que le défenseur des droits, autorité indépendante, est un recours dans de nombreuses situations, aussi pour rappeler nos recommandations. Et c'est aussi le moment de faire émerger dans le débat public des questions d'intérêt général. Grâce aux saisines que nous recevons, aux situations que nous dénouons, nous contribuons à améliorer le droit. Les nombreuses situations dont nous sommes saisis nous placent en observateurs privilégiés des atteintes aux droits fondamentaux. Elles nous permettent ainsi de faire des recommandations pour faire progresser le droit, et notamment, vous le savez, en présentant des avis au Parlement, comme nous le permet la loi organique de 2011. Nous avons ainsi consacré, vous le savez, 2 rapports aux personnes âgées accueillies en EHPAD. Le dernier rendu public en janvier 2023 sur les atteintes aux droits des personnes âgées dépendantes accueillies en EHPAD, et le bilan reste préoccupant. La prise de conscience tardive des pouvoirs publics doit maintenant déboucher sur une politique nationale ambitieuse. Nous avons aussi contribué à la suspension par le juge des référés de l'arrêté qui interdisait des distributions alimentaires en octobre 2023 dans un secteur parisien, restreignant pour des centaines de personnes en situation de précarité l'accès à une offre alimentaire de première nécessité. Nos études nous permettent aussi de renseigner les discriminations, notamment celles qui sont invisibles, comme celles subies par les personnes d'origine asiatique. Notre travail nous permet de donner à voir, de documenter les discriminations saisies par les personnes en situation de pauvreté. Et nous avons comme ça établi qu'il est plus difficile pour les personnes les plus pauvres d'obtenir un logement social. Nous avons aussi étudié les discriminations possibles sur Le Bon Coin et Blablacar. Nos travaux liés à notre compétence tant en matière de contrôle externe des forces de sécurité que de lutte contre les discriminations ont également permis de progresser dans la lutte contre les contrôles d'identité discriminatoires. Je vous rappelle que nous avions produit en 2017 une enquête qui révélait que les jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes ont 20 fois plus de risques d'être contrôlés. Nous relançons d'ailleurs cette année cette enquête. Ça a permis d'avancer 2 éléments d'importance cette année. D'abord, une décision du Conseil d'État devant lequel nous avions produit des observations qui reconnaît qu'il ne s'agit pas d'actes isolés, qui ont des effets délétères sur les personnes concernées et qui estiment que le sujet relève d'une politique publique. Et puis d'autre part, j'ai demandé à la Cour des comptes d'évaluer le nombre de contrôles d'identité, pour quelle efficacité. Elle estime à 47 millions le nombre de contrôles effectués en 2021. Et il est impératif de faire évoluer cette situation pour améliorer le rapport entre police et population. Et les recommandations de la Cour des comptes rejoignent nos recommandations. Je crains une forme d'accoutumance face aux atteintes aux droits. Je ne m'y résous pas. Je sais que c'est par la connaissance, par l'objectivation des phénomènes d'exclusion et de discrimination que ces atteintes seront combattues, que les droits et les libertés pourront être effectivement préservés. Répondre aux situations individuelles, faire connaître les phénomènes, rendre accessible cette information à tous pour participer au débat démocratique est une des missions du défenseur des droits. Nous publions nos avis, nos décisions, nos recommandations. Nous rendons compte de notre activité comme aujourd'hui.
Nous participons donc à l'information, à la révélation des atteintes aux droits et aux moyens de les endiguer, et cela pour faire en sorte que les citoyens et les pouvoirs publics s'en saisissent. C'est un rôle qui a son importance. L'institution contribue ainsi à l'établissement de la réalité des atteintes aux droits dans ces domaines. Cette notion de réalité est nécessaire à la démocratie, car les débats ne peuvent avoir lieu que sur la base d'une connaissance partagée de la réalité des faits. Nous agissons pour des services publics qui répondent aux usagers, des forces de l'ordre qui respectent le cadre de déontologie prévu par le droit. Nous agissons pour une application du principe d'égalité reconnu partout et par tous sans discrimination. Nous agissons aussi pour que les enfants soient pris en charge en fonction de leurs besoins et du respect de leurs droits. La responsabilité de l'effectivité des droits incombe à l'ensemble des pouvoirs publics et le défenseur des droits est chargé par la Constitution de rappeler cet impératif et de placer les personnes et leurs droits au centre de nos préoccupations. Les droits et les libertés sont un repère. Je ne me résigne ni aux atteintes aux droits ni à leur banalisation. C'est la force du droit qui assure la protection de tous, un droit qui doit aussi parfois évoluer pour être encore plus protecteur des droits et des libertés et contribuer à faire société. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la défenseure des droits. Je vais passer la parole aux représentants des groupes. Je le dis au passage, on l'évoquera en bureau de la commission à 14h45. Il y a des groupes qui se régulent moins que d'autres en termes de prise de parole, parfois au-delà de la proportion de chacun au sein de la commission. Donc on essaiera de réguler ça. Je vais être souple encore pour aujourd'hui. Nous avons au total 24 inscrits et pour certains groupes, c'est beaucoup par rapport à d'autres, avec un poids relatif qui n'est pas toujours cohérent. Je le souligne au passage, pardon Madame la défenseure pour cet élément purement interne. Je passe la parole. Et vous voulez que je réponde? J'ai pas répondu sur les Jeux Olympiques. Vous le ferez après. Ça ne devait pas susciter de réaction particulière. Je passe la parole tout de suite à Pascal Borde pour le Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président. Madame la défenseure, vous affirmez dans votre rapport que les dispositions de la loi Kasbarian visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, je cite, pourraient permettre des expulsions portant atteinte à la substance des droits des occupants, au respect de la vie privée et à ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants. Vous vous souciez de personnes qui ne respectent pas la loi, mais que faites-vous de la détresse des propriétaires qui ne roulent pas sur l'or, qui ont parfois hérité de la maison familiale ou qui ont acheté ce bien immobilier à force d'économie ou qui se sont endettés pour financer ce logement? J'ai à l'esprit la situation d'une dame âgée vivant dans un EHPAD qui s'est retrouvée dans l'incapacité de récupérer l'appartement squatté qu'elle souhaitait pourtant vendre pour payer les mensualités de son EHPAD et assurer ainsi sa fin de vie. N'est-elle pas, à vos yeux, digne d'intérêt? Que faites-vous de ces petits propriétaires qui se retrouvent du jour au lendemain, victimes de squats ou engagés dans des procédures coûteuses qui n'en finissent plus en raison de locataires à tout le moins indélicats, qui foulent aux pieds leur obligation première de payer le loyer et qui se maintiennent impunément dans les lieux, générant ainsi des impayés qui peuvent atteindre des milliers d'euros, qu'in fine, ils ne paieront jamais? Que faites-vous de ces petits propriétaires qui respectent les règles et qui, non seulement ne disposent plus de leurs biens immobiliers, ni des loyers qui leur sont légalement dus, mais qui doivent pourtant continuer à rembourser les emprunts contractés pour l'acquisition de ce bien? Que faites-vous du désespoir de ces propriétaires qui parfois retrouvent leurs biens dans un état de destruction totale, générant des milliers d'euros de remise en état à leur charge? Que faites-vous enfin du principe fondamental du respect du droit de propriété, droit inviolable et sacré, inscrit à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Vous êtes la défenseur des droits, mais êtes-vous la défenseur des droits de tous nos concitoyens ou la défenseur de certains d'entre eux? Je vous remercie. Merci. La parole est à Vincent Corre pour le groupe EPR. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Madame la défenseure des droits, je tiens tout d'abord à vous remercier au nom des députés du groupe Ensemble pour la République pour votre présence devant nous aujourd'hui. Le travail de la défenseure est essentiel pour garantir l'accès de nos concitoyens à leurs droits, mais aussi veiller au respect des droits et des libertés. En ce sens, votre rapport est particulièrement attendu par les membres de notre commission, notamment quand sa première partie est consacrée à l'état de droit. Votre rapport s'ouvre en effet sur les menaces qui pèsent sur le dit état de droit et sur les critiques adressées à l'autorité du juge. Ma première question portera sur ce sujet d'une grande actualité, puisque d'aucuns, bien qu'ayant précisé leurs propos, ont récemment remis en cause l'intangibilité de l'état de droit.
Madame la défenseure des droits, pourriez-vous s'il vous plaît nous préciser de quelle manière l'état de droit pourrait selon vous donc être rendu plus robuste au niveau législatif et nous détailler les autorités et les pouvoirs qui le menacent concrètement aujourd'hui? Notre commission ayant d'ailleurs récemment travaillé sur la proposition de loi visant à lutter contre les discriminations par la pratique des tests individuels et statistiques et sur la proposition de loi sur le régime juridique des actions de groupe dont vous saluez plusieurs aspects dans votre rapport. Votre rapport fait par ailleurs la part belle à la question des contrôles d'identité discriminatoires et exhorte le gouvernement à, je cite, « mettre en place une politique publique qui apporte les garanties nécessaires à encadrer la pratique massive de ces contrôles » et contrer de potentielles discriminations, dénonçant un cadre légal imprécis, une pratique non ou mal mesurée, des objectifs et des conditions de réalisation peu définis. Pourriez-vous expliquer ce qu'il faudrait selon vous introduire dans le droit pour tendre vers la politique publique que vous appelez de vos voeux, sans aller à l'encontre de l'efficacité des forces de l'ordre? Et enfin, je souhaiterais vous interroger en tant que député des Français installés en Europe du Nord, concernant un autre aspect beaucoup plus précis de votre rapport, l'accès à la protection sociale française, même hors de France, et la prise en charge de la Caisse par la Caisse des Français de l'étranger. Votre rapport fait en effet état d'un cas individuel pour lequel vous êtes intervenu pour régler une situation. Il me semble que la problématique soulevée pourrait mériter la réalisation d'un état des lieux global et pour lequel pourriez-vous s'il vous plaît nous indiquer si de tels travaux sont à l'étude? Je vous remercie. Merci. Daniel Obono pour le groupe La France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Madame la défenseure des droits, permettez-moi de commencer par vous remercier d'avoir renouvelé votre alerte sur la dématérialisation excessive et les effets d'obstacles à l'accès aux droits pour des millions de nos concitoyens et concitoyennes. Je profite de l'occasion pour réinterpeller nos collègues sénateurs et sénatrices qui ont la possibilité de mettre à l'ordre du jour la proposition de loi dont j'étais la rapporteure, qui a été votée à l'Assemblée pour la réouverture des accueils physiques des services publics. Et j'espère que nous pourrons voir dans la mandature qui s'ouvre la réalisation de cette navette. Je voulais vous interpeller sur la problématique plus générale de la lutte contre les discriminations, qui est un enjeu important de votre institution. En 2019-2020, 17% de la population de 18 à 59 ans vivant en France hexagonale déclare avoir subi des traitements inégalitaires et des discriminations au cours des 5 années précédentes. Cette proportion est plus élevée chez les immigrés et leurs descendants et descendantes, ainsi que les natifs et natives d'outre-mer et leurs descendants et descendantes. Par ailleurs, 80% des immigrés ayant déclaré avoir subi une discrimination ont déclaré que celle-ci était liée à leur origine, nationalité ou couleur de peau. Dans un rapport de 2020, votre institution, Madame la Défenseure, soulignait ainsi la dimension systémique des discriminations liées à l'origine, qui, je cite, témoignent d'inégalités cumulatives résultant de l'interaction de pratiques volontaires ou non individuelles et structurelles qui portent préjudice à un groupe donné. Il est donc nécessaire de les penser dans leur dimension systémique, autrement dit dans le cadre d'analyse plus large des représentations collectives, des rapports sociaux spécifiques, sources de domination et des inégalités socio-économiques qui la structurent. Sous l'impulsion du droit de l'Union européenne, le droit français de la non-discrimination a conduit de nombreuses améliorations depuis de nombreuses années. Aménagement de la charge de la peine, reconnaissance de la capacité des syndicats et associations à initier le recours en cas de discrimination. Mais c'est un droit qui reste, selon vos propres termes, un contentieux difficile, rare et peu dissuasif. Merci Daniel Obono. Ma question, si vous permettez juste rapidement, non, 2 minutes, pardon, j'essaie d'être équitable avec sur chacun. la question d'un code de non-discrimination. Est-ce que vous pensez que ce serait chacun utile devra préparer ses questions dans le temps imparti. Marie-Josée Allemand pour le groupe socialiste et apparenté. Désolé, mais j'essaie de faire respecter pour chacun, quel que soit le groupe, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Madame la Défenseure des droits, je souhaite aborder un sujet qui concerne nombre de nos circonscriptions, qui est celui de la dégradation de la présence postale en zone rurale et dans nos quartiers. Nos concitoyens sont particulièrement attachés à la présence d'un service postal de proximité qui soit pleinement opérationnel. Or, depuis plusieurs années, beaucoup de nos communes rurales sont confrontées à un recul de la présence postale sur leur territoire, qui se traduit par la réduction des horaires d'ouverture au public des bureaux et la fermeture de plusieurs d'entre eux. Dans mon département des Hautes-Alpes, la Poste envisage de faire ainsi la fermeture prochaine de 2 agences postales aux particuliers sur la commune de Gap, ce qui va compliquer l'accès à une solution postale et bancaire pour de nombreux Gapençais. Cette évolution du maillage territorial semble aujourd'hui assumée par la Poste, qui explique s'appuyer sur le développement des usages numériques pour renforcer la dématérialisation des démarches. Or, comme vous le rappelez justement dans votre rapport, l'accès au droit est parfois mis à mal par l'éloignement géographique du service public, mais aussi par la dématérialisation qui met à l'écart 10 millions de personnes. La présence des services publics, qu'elle soit physique
ou téléphonique avec une information et une possibilité de prise en charge complète du dossier est indispensable. Plus globalement, ces évolutions posent à terme la question du devenir de la mission du service public confiée à la Poste par la loi du 2 juillet 1990, qui prévoit l'obligation pour celle-ci de maintenir un réseau d'au moins 17 000 points de contact répartis de façon à ce que 90% au moins de la population de chaque département dispose d'un point de contact postal à moins de 5 km et à moins de 20 minutes de trajet en voiture. Enfin, nous apprenions il y a quelques jours que le gouvernement envisageait une coupe budgétaire de 50 millions du fonds qui finance les agences postales communales et les points relais, et ce dès 2024, soit une diminution de près d'un tiers de l'enveloppe annuelle consacrée à la présence postale territoriale. Si, pardon, je n'ai pas été assez sévère avec vous, je décale de 4 secondes. La parole est à Émilie Bonivard. Merci, Monsieur le Président. Madame la défenseure, vous indiquez dans votre rapport la remise en cause de l'état de droit à plusieurs égards. Le premier, c'est des menaces sur la liberté de manifester en raison de difficultés d'assurer le maintien de l'ordre. Vous semblez ne pointer qu'une faillite des forces de l'ordre sans reconnaître l'explosion des violences dans certaines manifestations subies. Je pense aux casseurs lors des Gilets jaunes, je pense aux violences au moment de la réforme des retraites. On a vraiment l'impression d'une analyse en trompe-l'œil qui ne tient pas compte du changement de nature dans certaines manifestations avec l'inclusion de violences très fortes et très compliquées à gérer pour nos forces de l'ordre. Alors je suis allée voir vos préconisations et là j'ai lu « Il s'agit de recentrer le maintien de l'ordre sur la mission de police administrative de prévention dans une approche d'apaisement et de protection des libertés individuelles ». Pardon, mais c'est un peu léger, à mon avis, et pas suffisant pour éviter les violences qui explosent dans les manifestations. Est-ce que vous avez d'autres propositions plus concrètes pour nous adapter à la nature de ces manifestations ? Autre point, je souhaiterais vous interroger sur votre définition de l'état de droit. Pour moi, l'état de droit, c'est le respect de la loi. Et effectivement, quand vous indiquez que c'est une atteinte à l'état de droit lorsqu'on expulse des personnes qui sont en situation d'occupation illicite de logement, cela me pose question. Enfin, troisième question, sur toujours l'état de droit, vous parlez d'une instrumentalisation du Conseil constitutionnel pour sanctionner des dispositions législatives pourtant manifestement inconstitutionnelles. Je souhaiterais savoir à quoi exactement vous faites référence. Je vous remercie. Merci. La parole est à Léa Balage-Elmariki pour le groupe écologiste et social. Merci, Monsieur le Président. Madame la Défenseure des droits, tout d'abord, je voudrais vous apporter le soutien total du groupe écologiste et social à votre travail, cet observatoire que vous avez rappelé. Vous avez aussi rappelé l'importance des libertés associatives pour notre démocratie, notre cohésion sociale et la protection de notre état de droit. Et l'état de droit, c'est 3 principes, mais je ne vais pas les rappeler car je n'ai que 2 minutes pour donner des cours. Ce serait trop court. Vous avez eu aussi, à juste titre, des mots très durs sur la loi confortant le respect des principes de la République qui conditionne l'attribution des subventions à la signature d'un contrat d'engagement républicain, une grave remise en question de la liberté d'association. Par ailleurs, les associations de défense des droits humains et de protection de l'environnement font aussi état de menaces, vous l'avez rappelé, qui ne proviennent pas que des pouvoirs publics. Une tribune publiée dans le Nouvel Obs le 22 novembre dernier dénonçait par ailleurs les attaques dont elles font l'objet avec des prises de parole politiques et médiatiques, avec parfois des traductions très concrètes, des actes d'intimidation, des actes de violence physique. Le schéma est toujours le même, des attaques dans les médias par des responsables politiques qui ensuite se propagent sur les réseaux sociaux et qui aboutissent à des injures, des menaces. Je voudrais reprendre le témoignage d'Henri Masson, le président de la CIMAD, qui a été fortement attaqué, une association de défense des personnes exilées notamment. Ils ont par exemple reçu des courriers avec des lames de rasoir à l'intérieur du courrier ou bien des attaques de permanence. Et ce climat de haine participe du recul des libertés associatives. Je sais que ces questions n'entrent pas directement dans votre champ d'action. La loi organique vous habilite à défendre les droits et libertés uniquement dans le cadre des relations avec les pouvoirs publics. Mais en lien avec ces questions, vous avez également posé la question d'étendre aux personnes morales le statut de lanceur d'alerte pour les protéger des risques de représailles comme des refus de subventions d'agrément. Ce sont là des pistes intéressantes. Au-delà de la fin du contrat d'engagement républicain, quelles recommandations pour protéger les libertés associatives? Je vous remercie. Merci beaucoup. Éric Martineau pour le groupe Les Démocrates. Merci, Monsieur le Président, Madame la Défenseure des droits. Je tiens à saluer le travail effectué par votre institution s'agissant des droits des usagers, des services publics, de la lutte contre les discriminations, de la protection des droits des enfants, du contrôle de la déontologie des forces de sécurité et de la protection des lanceurs d'alerte.
Malheureusement, malgré les 138 000 demandes traitées en 2023 et les nombreuses recommandations formulées, il semblerait que votre action soit encore trop méconnue du grand public. Les opérations Place au droit que vous conduisez depuis 7 ans ont pour ambition de faire connaître votre institution sur les territoires ciblés, mais également d'informer les citoyens sur leurs droits. Madame la défenseure des droits, estimez-vous que ces opérations Place au droit ont un effet notable sur la notoriété de votre institution? Prévoyez-vous d'autres mesures pour faire davantage identifier le grand public? Par ailleurs, dans le rapport d'activité que vous nous présentez aujourd'hui, vous nous dites inquiète sur l'état des droits, des libertés dans notre pays. Vous soulignez que les atteintes aux droits se banalisent et que le décalage entre les droits fixés par la loi et leur effectivité semble s'amplifier. Ce constat est particulièrement fort dans les relations avec les services publics, qui représentent à elles seules 92 000 réclamations. Les défaillances des services publics, l'éloignement géographique, mais aussi la dématérialisation mettent à l'écart des millions de personnes. Le programme France Service lancé en 2020 a justement vocation à répondre à ces problématiques en facilitant les démarches du quotidien et l'accès aux services pour tous les citoyens. Pouvez-vous nous en dire davantage sur votre collaboration avec le réseau France Service ? 4 ans après son lancement, ce programme permet-il de répondre efficacement aux problèmes d'accès aux droits ? Enfin, je tenais à vous interroger sur les dispositifs de vidéosurveillance algorithmique. La mission sur le bilan des Jeux olympiques et paralympiques dans le domaine de la sécurité, pour laquelle je serai co-rapporteur, s'intéressera à la possibilité de généraliser les dispositifs de vidéosurveillance mis en place pendant les Jeux olympiques. Je souhaiterais connaître votre position à ce sujet qui suscite de nombreuses questions. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Agnès Firmin-Le-Bourdeau pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci, Monsieur le Président, Madame la Défenseure des droits, chers collègues. Merci, Madame la Défenseure, d'être parmi nous ce matin pour nous présenter votre travail sur l'année 2023. Il est difficile en 2 minutes de choisir un sujet, tellement les sujets que vous avez évoqués nous interpellent et nous intéressent. L'accès aux services publics, l'accès aux soins, les personnes en situation de handicap, l'accès dans les EHPAD et tous les autres sujets que vous avez évoqués. J'aimerais quand même que vous précisiez un peu plus en amont ce que vous entendez par fragilisation de l'état de droit. Je sais que vous avez porté cette année une attention particulière à la question de l'accès au droit dans les territoires d'outre-mer, et c'est sur ce sujet que je voudrais vous interroger, et notamment sur Mayotte, puisque vous y avez effectué un déplacement en octobre 2023, dans un contexte de crise multifactorielle, crise migratoire, crise de l'eau, crise sécuritaire, crise du logement, et j'en passe. Vous soulignez en particulier les difficultés liées à la rétention et à l'éloignement des personnes en situation irrégulière sur l'île. Au regard de la situation de crise majeure que connaît Mayotte, je m'interrogeais sur les solutions que vous proposeriez pour améliorer l'accès aux droits des personnes en attente d'éloignement, mais également celle des Mahorais, lorsqu'on sait que certains enfants ont des difficultés à se rendre à l'école compte tenu de la situation sécuritaire. Vous interrogez notamment sur la création de locaux de rétention administrative, dits LRA, pour des durées extrêmement courtes. Que suggérez-vous pour retenir les personnes en situation irrégulière dans l'attente de leur éloignement lorsqu'elles présentent un risque de fuite? Et une petite remarque personnelle, je pense que permettre aux enfants de faire quelques centaines de mètres pour accéder au bus me paraît plutôt de bonne loi pour la santé publique. Merci. Vous répondrez, Madame la Défenseure des droits. Mes chers collègues, évitons les réactions qui sont inutiles. Martine Froger pour le groupe Lyotte, s'il vous plaît. Un peu de silence si nous voulons écouter Martine Froger pour le groupe Lyotte. Soyez un peu élégant pour notre collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame la Défenseure, merci d'être parmi nous pour présenter votre activité. Le bilan que vous dressez dans votre rapport est assez alarmant pour notre pays, notamment en termes de recul des services publics sur les territoires, qui n'est pas sans conséquence sur le respect des droits des citoyens. Je partage très largement vos constats. Les atteintes aux droits des citoyens, en particulier les plus vulnérables, se multiplient et cela se traduit par une défiance de la population vis-à-vis de nos institutions. Au-delà de cet état des lieux, je voudrais vous interroger sur un point spécifique, les atteintes aux droits des étrangers en termes d'accès à la santé. Nous avons un dispositif, l'aide médicale d'État, l'AME, qui concentre un certain nombre de critiques, alors même qu'il s'agit d'un pilier de notre santé publique. Donc je souhaite donc vous interroger sur son application concrète. Sur le terrain, est-ce que vous constatez des failles dans le déploiement de l'AME selon les territoires ? Je pense en particulier à son accès en zone rurale ou dans les Outre-mer. S'agissant de vos marges d'action, est-ce que les étrangers en situation irrégulière peuvent-ils saisir vos services ? Je sais que vous avez
surtout un rôle de médiation en matière de droit des étrangers? Êtes-vous en capacité de débloquer les situations en cas d'urgence? Et enfin, le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, déjà particulièrement critique lors de l'examen de la loi immigration, souhaite limiter drastiquement le périmètre de l'AME. Quelles sont vos recommandations à ce sujet? Je vous remercie. Merci, Ameline Karbidi, pour le groupe GDR. Merci, Monsieur le Président. Madame la Défenseure des droits, mes chers collègues, puisqu'il ne faut choisir un sujet, j'aimerais avoir quelques précisions, Madame la Défenseure des droits, sur la dématérialisation. Vous nous indiquez que depuis plusieurs années, on assiste à une dématérialisation qu'on pourrait qualifier d'excessive, qui creuse le fossé entre les usagers et le service public, avec les services publics qui représentent justement 80% des réclamations que vous avez à traiter. Malgré vos alertes répétées, les réclamations ne cessent d'augmenter. Est-ce que vous avez une explication à ce phénomène? Par ailleurs, vous nous avez indiqué que 28% de la population rencontre des difficultés face aux démarches administratives et qu'une étude du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie révèle qu'un tiers de la population est éloignée du numérique. Est-ce que vous pourriez nous préciser les difficultés concrètes que rencontrent nos concitoyens dans l'accès aux services publics? Et j'aimerais particulièrement que vous puissiez nous parler de dématérialisation et des difficultés de nos concitoyens d'outre-mer, puisque je me sens particulièrement concernée étant députée de La Réunion. Est-ce que vous pensez que dans les nombreuses lois que nous votons et qui vont toujours vers plus de dématérialisation de nos services publics, il faudrait prévoir des dispositions spécifiques, des dispositifs d'exception concernant les Outre-mer, de façon à ce que ces personnes puissent avoir un accès correct aux services publics, sachant que dans une étude que vous avez menée en 2019, 82% des personnes interrogées en Outre-mer considéraient que les services publics ultramarins fonctionnaient moins bien ou beaucoup moins bien que sur le territoire métropolitain. Merci beaucoup. Sophie Vaginet pour le groupe UDR. Madame la Défenseure des droits, dans votre avis du 23-01 du 23 janvier 2023, vous vous êtes prononcé sur des mesures de la proposition de loi du 2 décembre 2022 visant à renforcer la pénalisation des occupations sans droit ni titre et à faciliter les expulsions tout en renforçant le droit de propriété. Vous disiez vouloir garantir l'équilibre entre les droits des occupants sans titre et ceux des propriétaires. Vous rappelez qu'en France, le droit au logement est un principe constitutionnel, mais il ne vous a pas échappé qu'il est souvent en contradiction, en opposition avec le droit de propriété également protégé. Alors oui, le droit au logement est un droit fondamental, mais c'est sur l'État que pèse cette charge. C'est à lui seul qu'appartient le devoir d'offrir des solutions d'hébergement pour ceux qui en ont besoin. Cependant, dans certains cas, et bien trop souvent, faute de dispositifs publics suffisants, l'application de la loi protectrice des squatteurs se retourne contre les propriétaires privés qui doivent supporter les conséquences de cette carence de l'État. Or, votre rapport apparaît totalement orienté. Les droits des squatteurs, qui sont pourtant dans l'illégalité, sont davantage la priorité que ceux des propriétaires, tout bonnement ignorés dans votre rapport. Les indemnisations que vous mettez en avant, comme s'il s'agissait d'une mesure protectrice des droits des propriétaires, n'empêchent pas leur droit à la propriété privée factuellement bafoué, alors même que ce droit est consacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme. Des situations ubuesques ont vu le jour, comme celle où une propriétaire a dû payer des dommages et intérêts. Ma question est, que comptez-vous faire pour réellement rééquilibrer la balance et axer votre travail sur la protection des droits des propriétaires, que ce soit leur droit à propriété privée ou leur droit à la sécurité? Merci. Merci beaucoup. Je vous laisse répondre, Madame la Défenseure des droits, après quoi nous aurons une seconde série de questions. Merci beaucoup à vous pour toutes ces questions. Donc, je vais commencer effectivement en réunissant la question de Madame Borde et la vôtre, Madame Vaginet, sur la question du droit de propriété, sur lequel je n'ai aucun doute de l'importance de ce droit de propriété. Et vous voyez, tout à l'heure, je faisais référence à la connaissance qu'on a de ces questions-là. En fait, ce qui serait vraiment intéressant maintenant, c'est de savoir le nombre d'expulsions qui ont eu lieu suite à cette loi et le nombre de fois où ça concernait ce que vous dites des petits propriétaires. Je n'ai pas de doute qu'il y a des situations comme celle-là sur lesquelles il faut que la justice agisse plus vite. Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais ce n'est pas la majorité des cas. La majorité des cas, ce n'est pas des petits propriétaires, c'est des questions aussi de logements sociaux. Et donc la connaissance, c'est là qu'il faudrait le savoir.
Combien d'expulsions depuis la loi et qui ça concerne aussi en termes de personnes expulsées et de propriétaires. Et je suis là pour défendre les droits de tous, contrairement à ce que vous dites, et c'est vraiment ce que j'ai essayé d'expliquer pendant tout mon discours de début. L'état de droit, alors je vois, monsieur, car vous êtes plusieurs à avoir posé des questions sur l'état de droit, je vais les réunir. Je trouve que cette question d'état de droit est en fait très intéressante, parce qu'on a du mal à expliquer finalement dans le grand public de façon assez simple. Et je pense que cette mise en cause de l'état de droit, elle se fonde sur l'idée que le droit serait une entrave à l'exercice de la volonté générale. La démocratie, c'est quoi ? Bien sûr que c'est la démocratie, la volonté, l'élection au suffrage universel. Mais ce n'est pas que ça, la démocratie. La démocratie, c'est aussi et la séparation des pouvoirs et le respect justement de l'état de droit, le respect de la hiérarchie des normes, l'égalité des citoyens devant les droits. C'est aussi le respect des droits fondamentaux. Nous nous sommes créés au lendemain de la guerre. Nous avons adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme. Pourquoi ? Pour justement ce respect des droits fondamentaux. Et l'état de droit, c'est tout cela. Comment on arrive à l'expliquer suffisamment grand public que donc la démocratie, c'est certes l'élection au suffrage universel, mais ce n'est pas que ça. Et donc c'est le respect de l'état de droit, c'est la séparation des pouvoirs, c'est la liberté associative, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de manifestation. C'est tout ça. C'est tout ça, l'état de droit. Mais je vois bien que la façon dont cette question revient montre bien qu'il y a des difficultés à l'expliquer. Vous m'avez aussi demandé sur les contrôles d'identité discriminatoires. Je suis très contente de passer un petit moment là-dessus parce que je suis convaincue qu'il faut avancer. Et les chiffres de la Cour des comptes, donc c'est 47 millions de contrôles d'identité, et la Cour des comptes a additionné les contrôles d'identité purs, 32 millions, et les 15 millions de contrôles routiers. Et sur les contrôles routiers, les forces de l'ordre sont tout à fait capables d'expliquer le pourcentage sous l'emprise d'alcool, de stupéfiants, sans carte grise, sans assurance, et les 32 millions de contrôles d'identité, incapables d'expliquer quel en est le résultat. C'est la Cour des comptes qui le dit, c'est pas moi. Et la Cour des comptes fait un certain nombre de recommandations qui rejoignent les nôtres, et il y en a plusieurs. D'abord, la question de la traçabilité, qu'elle soit à la fois globale pour qu'on ait une idée, parce qu'en fait c'est une évaluation qu'a fait la Cour des comptes, pas contestée par les forces de l'ordre, hein. Mais donc il faudrait une traçabilité globale, il faut une traçabilité individuelle, parce qu'il faut pouvoir avoir un recours, le droit au recours est quand même quelque chose qui est aussi un fondement de notre démocratie, et donc il faut une traçabilité individuelle, il faut voir quelle est la meilleure forme de traçabilité. Est-ce qu'il faut faire comme les Anglais où c'est enregistrement sur une tablette? Les Allemands sont en train de préparer une loi justement sur cette question de traçabilité, donc il faut avancer là-dessus. Il faut un meilleur encadrement des forces de l'ordre. Il faut un meilleur contrôle du parquet qui nous paraît aussi important. Voilà un certain nombre de choses. Je pense qu'il est temps d'agir et qu'on ne peut pas rester dans cette situation-là. Sur les Français de l'étranger, alors c'est vraiment pour moi très intéressant, c'est typique à partir du moment où on ouvre une permanence, on voit arriver des difficultés d'accès au droit que nous ne voyions pas auparavant, puisqu'on a démarré avec un délégué pour les Français de l'étranger, nous en sommes à 4, et les réclamations ne font qu'augmenter. Et effectivement, vous avez tout à fait raison, à partir de situations individuelles, on a des choses plus larges à dire sur la question des droits des étrangers. Madame Obono, sur la question des discriminations et des discriminations systémiques, je trouve que c'est un des sujets sur lesquels aussi on a du mal à avancer. Manifestement, l'ampleur des discriminations ne se voit pas dans les réclamations que nous recevons, ni ce qui va devant les tribunaux. Et on comprend très bien pourquoi. La question de la peur des représailles et à quoi ça va servir est omniprésente. Je vais juste vous citer l'enquête qui avait été menée en 2018 avec les jeunes avocats et avocates, qui montrait que 38% des jeunes avocats et avocates disent avoir été victimes de discrimination, tous critères confondus, dans les 5 dernières années. Si je prends que les femmes, c'est 52%. Là-dessus, moins de 5% est allé devant les tribunaux ou devant l'institution du défenseur des droits. On n'est pas face à un public qui ne connaît pas ses droits. Donc le problème est ailleurs, et il est sur la peur des représailles, et il est sur à quoi ça sert. Et ça, tout domaine confondu. Comment on peut avancer? Particulièrement, vous avez raison, sur la discrimination origine, qu'on a plus de mal à appréhender, sur les questions de preuves qui sont parfois plus difficiles. Ce qui m'a juste frappé, c'est qu'au mois de juin et début juillet, augmentation de 70% des appels sur la plateforme téléphonique du 39-28, évidemment se plaignant de propos racistes, antisémites et de questions de discrimination. Donc, la parole publique a un impact
sur les personnes et les faits craindre. Ce que nous avons constaté, les associations l'ont aussi constaté. Mais c'est vraiment une des questions. Je ne pense pas qu'il faille changer, honnêtement, là-dessus le droit. Par contre, on est vraiment dans un endroit où il faut appliquer le droit. Et l'écart entre le droit annoncé et l'égalité sur tous nos frontons de mairie et la réalité de ce que c'est. Et vraiment, je pense qu'il faut faciliter le recours devant le juge. Il faut faciliter les actions de groupe aussi. Je n'ai pas de doute que les questions de testing doivent aussi être augmentées parce que c'est ça aussi qui nous permet de voir ce qu'on ne voit pas dans les réclamations. Madame Allemand, sur la question des services postaux de proximité et de façon générale sur la proximité, alors moi j'ai compris que le gouvernement était revenu sur la coupe budgétaire. Hein. J'ai cru comprendre. C'est là aussi, enfin, on a vraiment du mal, finalement. On dit à corps et à cri depuis un moment qu'il faut de la présence physique, et vraiment, il faut de la présence physique partout. Et on peut avoir tendance là-dessus à opposer des zones rurales et des banlieues défavorisées. Or, on voit exactement les mêmes difficultés d'accès aux services publics, et je pense que c'est absolument indispensable. Ça me permet aussi de répondre à une autre question qui était posée sur qui est derrière ceux qui sont en difficulté avec le numérique. Je trouve que l'étude du CREDOC, qui fait ressortir sur un tiers des plus de 18 ans en difficulté avec le numérique, est intéressante, éloignée du numérique, puisqu'ils ont additionné ceux en difficulté, les 11,5 millions qui ont du mal à s'en servir, les 4 millions qui n'ont pas Internet, qui peuvent aussi avoir du mal à s'en servir, puisqu'ils n'ont pas Internet régulièrement. Ça fait 16,5 millions de Français, ça fait, oui, 30,5% de la population des plus de 18 ans, on est près du tiers. Et qui sait? Alors, on a pu avoir tendance à un moment à penser qu'en gros, ça concernait les personnes âgées, et c'est tout. Nous, non, ce qu'on observe, c'est bien plus large que ça. C'est évidemment les personnes âgées, c'est les personnes précaires, c'est les jeunes, contrairement à ce qu'on pense, en fait, qui peuvent être très habiles sur leur smartphone, mais pas pour faire des démarches administratives. Donc, en fait, ça fait une population large. Et puis, très franchement, sur la question des personnes âgées, chacun de nous peut, en vieillissant, être avec des difficultés cognitives et se retrouver en difficulté avec le numérique. Madame Bonnibard, sur les questions de violence dans les manifestations, alors, il faut toujours que je rappelle que nous sommes en charge de la déontologie des forces de sécurité et que c'est donc bien de ce point de vue-là, nous ne sommes pas en charge des violences commises par les manifestants contre les forces de l'ordre, ce n'est pas dans nos compétences, c'est la loi organique, et ça, bien évidemment, c'est la justice qui le traite. Ce que nous disons sur les manifestations, c'est toujours la question de l'usage nécessaire et proportionné de la force, et c'est ce point-là que nous rappelons. Nous rappelons aussi la question de la désescalade de la violence. Il y a des formations à la désescalade qui sont faites, par exemple, en Allemagne. Nos manifestants ne sont pas plus violents que ceux en Allemagne, et donc c'est intéressant de voir ce qui se passe en termes de désescalade de la violence. Je ne nie pas la difficulté des forces de l'ordre, je ne nie pas l'épuisement des forces de l'ordre et toute la question qu'on rappelle très souvent dans nos réclamations, la question de l'encadrement. Il ne s'agit pas de faire peser uniquement sur la personne, mais bien sur l'encadrement. Sur la loi immigration, pourquoi nous avons parlé d'une instrumentalisation du Conseil constitutionnel? Eh bien simplement, quand on vote des articles dont on sait que ce sont des cavaliers législatifs, oui, on fait jouer un rôle au Conseil constitutionnel qui n'est pas le sien, et je pense que c'est au législateur, dans ces cas-là, de ne pas voter des cavaliers législatifs. Madame Balage, sur la question de la liberté associative, honnêtement, moi je suis inquiète de ce que j'observe sur les atteintes à la liberté associative. Nous ne sommes pas défenseurs de l'environnement, mais nous pouvons être défenseurs des défenseurs de l'environnement au titre de la liberté d'expression, de la liberté associative et de la liberté de manifester. Nous voyons arriver des réclamations en augmentant sur ces questions de liberté associative et sur lesquelles nous nous prononcerons certainement un peu plus profondément au cours d'enquête. Sur le fait, Monsieur Martineau, que nous sommes mal connus, je partage votre analyse. Et ça nous pose des questions du qu'est-ce qu'il faudrait comme moyen pour être plus connus. Je demande des moyens pour mener une grande campagne sur ce que sont les discriminations. Et à cette occasion-là, on pourrait parler du défenseur des droits. Pourquoi c'est délétère pour les personnes, mais aussi pour notre cohésion sociale? Enfin, moi, je suis très frappée de ce que j'observe, à la fois sur le handicap, sur des non-aménagements de postes raisonnables, sur des jeunes qui, toute leur scolarité, ont pu avoir, quand ils sont avec des difficultés 10, un ordinateur avec un correcteur d'orthographe, ils arrivent à
l'université, on leur dit non, vous ne pouvez pas, alors que ça avait été prévu avant. Sur les femmes, enfin, je peux vous donner un exemple récent sur lequel on communiquera quand la justice aura rendu sa décision, puisque c'est des observations devant les tribunaux. Une femme qui dénonce un harcèlement sexuel et qui est licenciée pour dénonciation calomnieuse. Notre enquête a montré que non seulement elle avait été victime, les 5 précédentes avaient été victimes, étaient parties, et que surtout le même avait fait la même chose dans 2 entreprises précédentes. Donc voilà ce que j'observe sur les discriminations, et avec toute la question aussi origine. Une décision récente du tribunal correctionnel de Marseille, sur lequel nous avions rendu un avis au parquet sur un homme avec son chien d'aveugle qui n'a pas pu rentrer dans le supermarché avec son chien. On lui a demandé de rentrer sans, mais le chien d'aveugle fait partie de lui-même, c'est une discrimination. Et donc, qui a été condamné, qui est une condamnation pénale qui, pour nous, est importante, parce que je pense que ça permet de parler de ce que sont la réalité des discriminations. Et sur la question de la surveillance algorithmique, c'est toujours la question de l'équilibre entre la sécurité et la protection des libertés. Nous avons été saisis, et ça me permet de compléter sur la question des Jeux Olympiques. Nous avons des saisines en cours, donc je ne peux pas répondre de façon générale. Ce que je vois juste quand même, c'est que notre saisine sur les Jeux Olympiques, elle a permis des actions très concrètes. Je pense que s'il y a des protections qui ont été apportées aux étudiants qui ont été délogés de leur chambre Crous, c'est bien parce qu'on avait alerté en faisant une autosaisine. Mes échanges aussi avec l'assurance maladie ont permis d'assurer l'existence de dispositifs pour éviter des ruptures de droits pour les personnes bénéficiaires de la C2S ou de l'AME. On a été également saisis en urgence sur l'expulsion de jeunes qui étaient plutôt des jeunes MNA de la Maison des Métallos dans le 11e, et on a rappelé la question de l'hébergement et de solutions. On ne niait pas la question de l'expulsion, mais de solutions derrière. Donc je pense qu'en fait, que quand on fait ce genre d'autosaisine, oui, ça a une utilité et ça permet de façon très concrète, mais on rendra une décision plus tard. Madame la ministre, Madame Firmin Le Bodo, je réponds juste sur vos questions des 100 mètres à pied. Alors en fait, j'aurais dû rentrer dans le détail parce que je suis d'accord avec vous sur la question de l'accès au sport. En l'occurrence, c'était 2 km. Et en l'occurrence, c'était le long d'une voie rapide avec un grand danger. Donc c'était une question de sécurité pour ces enfants et c'est là-dessus qu'on s'est appuyé. Mais du coup, ça me permet de dire un petit mot, vous permettez, sur la question du sport. Puisque vous avez vu que notre rapport annuel enfant, on l'avait fait sur la question, dans le cadre justement des Jeux Olympiques, sur l'accès au sport, aux loisirs et à la culture. Et nous observons des difficultés, d'abord les chiffres, dans les familles aisées, 2 fois plus d'enfants inscrits dans des clubs ou sportifs ou culturels que dans des populations défavorisées. Et nous avons vu des obstacles communs entre les zones rurales et les banlieues défavorisées sur cette question d'accès, à la fois manque d'équipement, question du déplacement qui peut coûter cher et question du coût des activités. Mais je partage tout à fait, et sur la question des activités sportives, je dis aussi qu'en détention, il est indispensable que les jeunes fassent plus de sport, ça fait partie de la reconstruction. Votre question était aussi sur les Outre-mer et le problème sécuritaire à Mayotte. J'étais sur place, des juristes sont allés sur place et nous avons des délégués, 4 délégués sur place. Donc nous voyons un certain nombre de difficultés. Nous avons été saisis et nous nous sommes saisis de questions à la fois, vous avez raison, d'étrangers, de destruction de bangas dans lequel je vous rappelle qu'il y a des Mahorais aussi, un tiers de Mahorais dans ces bangas et qui se retrouvent sans solution. Et nous avons été aussi saisis des problèmes d'accès à l'eau. Ce que nous avons observé en 2019, l'institution, quand on a fait un rapport sur l'écart entre le droit annoncé et la réalité de l'accès au droit à Mayotte, on est assez effrayé de ce qu'on observe comme difficultés, mais difficultés que rencontrent les services publics. Vous avez parlé des questions d'insécurité, et ces questions insécuritaires ne sont pas l'objet uniquement de jeunes issus de l'immigration. Vous savez très bien que dedans, il y a des jeunes de tout milieu confondu et pas du tout uniquement immigration, mais c'est un vrai problème et une situation excessivement complexe. Madame Froger, la défiance de la population vis-à-vis de nos institutions, je pense qu'en fait, si on rétablissait des présences de services publics, on rétablirait de la confiance. Alors, j'ai pas de doute que ça a un coût, mais vous savez, pour que les services publics soient accessibles, ça demande des êtres humains et des êtres humains qui ont un guichet qui est ouvert et qu'on puisse voir.
Sur les difficultés de l'aide médicale d'État, oui, on observe des difficultés d'abord en termes de discrimination. Sur une enquête qu'on a menée, nous avons vu que le fait que la C2S soit vraiment rentrée dans le circuit, je dirais, normal de tout assuré social a permis de diminuer la discrimination, c'est-à-dire le fait de refus de soins discriminatoires. Nous continuons à l'observer sur l'AME. Et nous continuons aussi à observer des difficultés pour obtenir l'AME. On est sur massivement du non-recours sur l'AME qui est évalué probablement à 50%. Et effectivement, nous observons de grandes difficultés. Madame Kibidi, j'ai déjà répondu en partie sur la partie dématérialisation, mais je voulais vous dire qu'on a pareil des délégués, vous le savez bien, à La Réunion. J'étais à La Réunion. Est-ce qu'il faudrait un dispositif exceptionnel pour les Outre-mer? En fait, je crois qu'il faudrait un dispositif pour tous, parce que quand on voit ces difficultés d'accès aux services publics, on a, je dirais, fait un travail avec aussi les médiateurs, vous savez, dans les différents services publics, et on a rendu un rapport pour essayer de faire croiser, je dirais, nos recommandations, mais aussi les recommandations des différents médiateurs dans ces services publics. Et sur un certain nombre de choses, on se rejoint. Et je pense que ce que nous défendons depuis très longtemps, c'est de changer une disposition législative au sein du Code des relations entre le public et l'administration, imposant de préserver plusieurs modalités d'accès aux services publics pour qu'aucune démarche administrative ne soit accessible uniquement par voie dématérialisée. Je pense que ce point est important. Il y a eu un progrès avec la décision du Conseil d'État. Si l'usager fait preuve de son impossibilité de faire aboutir une demande dématérialisée, il peut déposer un dossier. Nous pensons que ça ne va pas tout à fait assez loin et qu'il faudrait aller plus loin et que l'usager devrait pouvoir choisir son mode de communication avec l'administration, et s'il souhaite continuer à déposer un dossier papier, ce qui, je vous rappelle, est possible pour les impôts, et nous paraît important de le poursuivre pour les autres services sociaux. Voilà, je crois que j'ai répondu à l'ensemble des questions. Merci, Madame la Défenseure des droits. Je veux rappeler, parce que je vois qu'il y a beaucoup de réactions, et c'est normal, devant vos propos. En fait, vous parlez du point de vue qui est celui de vos attributions, Madame la Défenseure des droits, et donc je ne peux que vous approuver de ce point de vue. Je rappelle d'ailleurs que votre fonction est l'héritière du médiateur de la République, créé en 1973, Premier ministre Pierre Messmer, président de la République Georges Pompidou, puis ensuite élargissement de vos fonctions, en tout cas de vos attributions, lors de la révision constitutionnelle de 2008, présidence Nicolas Sarkozy. Et donc, voilà, vous parlez forcément du point de vue qui est le vôtre, y compris sur la question des forces de l'ordre. Je le dis parce que nous avions beaucoup travaillé avec Patrick Hetzel dans le cadre de la commission d'enquête sur les violences commises à l'occasion de Sainte-Soline, comme d'ailleurs des manifestations contre la loi sur les retraites, par exemple. Et nous préconisions, ma chère Émilie Bonnivard, nous préconisions avec Patrick Hetzel, nous préconisions de renforcer considérablement le contrôle externe assuré par une autorité administrative indépendante qui est la vôtre, en complément bien sûr du contrôle interne qui est exercé par les inspections, et ce qui forcément amène Madame la Défenseure des droits à s'exprimer du point de vue des réclamations qui lui sont communiquées et dont elle est saisie. Et donc il est vrai, Madame la Défenseure, que vous n'êtes pas là généralement pour souligner tout ce qui va bien, mais plutôt pour répondre à une série de préoccupations qui sont exprimées par nos concitoyens. Et puis c'est bien normal, cela fait débat, mais je tenais à rappeler ces éléments. Je passe la parole pour une série d'à peu près une vingtaine de questions qui vous sont posées. Ce sera la seconde série. Je passe la parole à Marie-France Laureau. Merci, Monsieur le Président. Madame la Défenseure des droits, dans votre rapport annuel, vous faites état des difficultés que certains Français peuvent rencontrer dans l'accès à leurs droits. Si vous saluez la place importante qu'occupe le programme France Service, vous soulignez que l'accueil offert aux usagers dans ces structures ne saurait être la réponse unique aux difficultés que chacun peut rencontrer avec les organismes chargés de missions de service public. Entre 2022 et 2023, les réclamations reçues par le Défenseur des droits en matière de relations avec les services publics a connu une hausse de 12%. En mars 2024, vous indiquiez dans un autre rapport que 92% des réclamations reçues en 2023 concernent les droits des usagers aux services publics. Madame le Défenseur des droits, cette absence de réponse efficace de la part de l'administration constitue une menace pour certaines populations fragiles, notamment les personnes âgées qui ne parviennent pas toujours à user des services dématérialisés.
Outre le recours à des médiateurs et l'usage des maisons France Service, quelles recommandations préconisez-vous pour permettre à tous les Français d'accéder à leurs démarches administratives? Je vous remercie. La parole est à Thomas Porte pour la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Madame la Défenseure des droits, je vous remercie évidemment pour votre rapport et pour votre présence devant cette commission. Je souhaite revenir sur un point fondamental de vos conclusions, la restriction croissante des libertés d'expression et de manifestation en France. Vos conclusions font écho à celles d'experts, notamment des rapports des Nations Unies et d'Amnesty International, qui dénoncent depuis des années des arrestations arbitraires, des interdictions de manifester, l'usage excessif de la force blessant des manifestants, des journalistes, des élus, lors des mobilisations contre la réforme des retraites, contre les méga-bassines à Sainte-Soline, et plus récemment lors des manifestations en solidarité avec le peuple palestinien et libanais. En tant que parlementaire, mais aussi en tant que citoyen, je suis profondément préoccupé par l'évolution inquiétante des méthodes du ministère de l'Intérieur, où la répression semble devenir l'outil privilégié pour étouffer toute forme de contestation politique. Dès mars 2023, vous avez clairement exprimé votre souhait de voir vos recommandations suivies d'effets, notamment en ce qui concerne le respect des règles de déontologie, rappelant que le premier objectif du maintien de l'ordre est la garantie de liberté de manifester, et non pas de l'entraver ni de l'interdire. Ma question est simple. Est-ce que vos recommandations ont-elles été suivies d'effets concrets? Ayant été témoin direct des manifestations qui ont traversé notre pays ces dernières semaines et ces derniers mois, notamment contre les génocides en cours à Gaza, je suis alarmé quant à l'état actuel du droit de manifester en France. Je pense à différents dispositifs. L'ENA sans point de sortie, à un ministre de l'Intérieur désavoué par le Conseil d'État après avoir demandé l'interdiction systématique des manifestations en solidarité avec la Palestine, aux arrestations arbitraires d'étudiants sous pression des directions, aux interdictions préventives de colloques, à la nouvelle directive du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui veut interdire toute mobilisation dans les facultés, contre les violences policières à Paris, contre la vie chère en Martinique, ou encore au procès pour apologie du terrorisme suite aux déclarations en faveur de la paix. Madame la Défenseure des droits, vos recommandations sont-elles véritablement prises en compte, ou devons-nous constater que la liberté d'exprimer une opinion divergente de celle du gouvernement en France est aujourd'hui en voie de disparition? Merci. Merci. Colette Capdevielle pour le groupe socialiste apparenté. Oui, Madame, je voudrais d'abord vous féliciter pour la qualité de votre travail qui nous sera particulièrement utile dans notre travail législatif pour améliorer les lois. Moi, je voudrais vous parler d'une alerte des juges, notamment des juges des enfants. Pour la première fois, les magistrats vous ont alerté sur la situation extrêmement préoccupante des enfants qui nécessitent protection, manque de places en foyer, manque d'assistants familiaux, des placements d'enfants qui n'ont pas été exécutés, et encore plus grave, actuellement, des mesures d'assistance éducative en milieu ouvert, qui sont souvent pas exécutées ou exécutées 6 mois, voire 1 an après leur mise en place, et des ruptures dans le parcours des enfants. Ce sont des situations décrites et qui questionnent sur le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, enfant qu'il faut protéger. Face à cela que nous dit le gouvernement et hier le garde des Sceaux, eh bien, il nous propose de revenir sur l'excuse de minorité. Il ne propose absolument rien comme mesure pour pouvoir justement renforcer la protection de l'enfance. Il nous propose même des comparutions immédiates pour les enfants mineurs. Donc, en termes de droits, en termes de protection des droits de l'enfant, que pensez-vous de ces nouvelles dispositions, Madame, s'il vous plaît? Merci. Fabien Di Filippo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Défenseure des droits, je souhaitais vous interpeller sur plusieurs décisions et avis que vous avez rendus au sujet des stationnements illicites de personnes, gens du voyage, une question à laquelle je joins ma collègue Justine Gruet. Ils se multiplient, ils sont de plus en plus nombreux, partout en France, y compris dans des départements et dans des intercommunalités où les schémas d'aires d'accueil sont parfaitement respectés parce que certains ne veulent pas respecter les règles, parce qu'ils ne veulent pas payer le coût qui est prévu pour ces aires de passage. Et cela génère des milliers, des dizaines de milliers, dans certaines agglomérations, des centaines de milliers d'euros de coûts en termes de dégradation et des contraintes pour les concitoyens qui ne peuvent plus utiliser un certain nombre de biens publics. J'ai vu qu'en 2023-2024, dans un certain nombre de décisions, d'avis, de rapports, vous vous êtes fermement opposé à l'amende forfaitaire délictuelle qui permet de sanctionner immédiatement ce genre de stationnement illicite d'une amende de 500 € pour gréver les véhicules des personnes qui les commettraient, que vous donnez même un certain nombre de conseils à ces usagers pour y surseoir. Alors, ma question est
est simple. À un moment donné, est-ce que les droits de nos concitoyens qui respectent la loi au quotidien, qui ont le droit de jouir dans leur collectivité d'un certain nombre de services publics, je pense aux familles, je pense aux associations, doit passer après les droits de ceux qui, à un moment donné, ne veulent pas respecter les règles, ne veulent pas concerter avec les collectivités pour savoir où il conviendrait de s'installer et ne veulent pas eux-mêmes respecter les schémas qui sont prévus à cet effet. Merci. Emmanuel Duplessis pour le groupe écologiste et social. Oui, bonjour Madame la défenseure des droits. Le 12 septembre dernier, 10 jours après la rentrée scolaire, 13 831 élèves étaient toujours en attente d'une affectation dans le second degré. Parmi ces jeunes, plus de 9 000 visaient une place en lycée professionnel, 2 700 en lycée général et technologique et 2 124 simplement au collège. Même dans des filières qui préparent à des métiers en tension, comme ceux de la petite enfance, il y a des jeunes qui ne sont pas pris. Dans ma circonscription du Loiret, j'ai ainsi reçu de nombreux témoignages d'élèves et de saisis et de parents inquiets et assez désemparés, souvent livrés à eux-mêmes dans le choix d'un redoublement ou d'une formation qui ne correspondrait pas au choix d'orientation et aux appétences de leurs enfants. C'est souvent un véritable parcours du combattant pour trouver des réponses ou des solutions, si bien que certains jeunes finissent ainsi par être scolarisés à 1 heure de chez eux, ou bien débutent avec une quinzaine de jours de retard, parfois 1 mois, entraînant de fait une altération de leur chance de réussite et d'importantes inégalités. Au-delà de ces dysfonctionnements, c'est tout le système qu'il convient de questionner. Des milliers de jeunes subissent une orientation au lieu de la choisir et se retrouvent dans une filière qu'ils n'ont pas choisie, subissant les tours successifs d'affectation de l'algorithme AFELNET, la procédure qui permet d'affecter les élèves de 3e dans les lycées de leur académie. Vos recommandations sont alors intéressantes, adaptation du calendrier des affectations afin qu'elles soient connues au plus tard en juillet, alors que le dernier tour dure aujourd'hui jusqu'au 8 septembre, soit après la rentrée scolaire. Anticipation des moyens financiers, matériels et humains nécessaires dans l'ensemble des filières, tenue des permanences dans les rectorats afin de répondre rapidement aux sollicitations d'urgence pendant les vacances scolaires, accompagnement éducatif des enfants, des élèves sans affectation, tout en leur permettant de rattraper leur retard une fois une affectation trouvée. Toutefois, malgré toutes ces recommandations, la situation demeure la même et vous l'évoquiez en introduction, tend à se dégrader. Du coup, ma question sera, renouvelez-vous de nouvelles recommandations et comment espérez-vous améliorer la situation ? Johan Gillet, s'il vous plaît. Merci Monsieur le Président, Madame la Défenseure des droits. Rapporteur de la Commission des lois dans le cadre du projet de loi de finances pour les crédits outre-mer, je me suis rendu, comme vous, à Mayotte, ce magnifique territoire français où les maux qui touchent la métropole sont là-bas d'une ampleur, d'une intensité que l'on ne peut imaginer d'ici. Votre rapport fait la part belle à ce que vous appelez les conditions d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, ainsi que de prétendues atteintes à leurs droits et libertés. Vous y prenez un équilibre entre la sécurité de nos compatriotes mahorais et les droits fondamentaux des clandestins. Ce qui me choque, Madame la Défenseure des droits, c'est que vos quelques lignes sur Mayotte pourraient laisser penser, imaginer le pire, pourraient laisser penser que la France manquerait d'humanité. Or, ce n'est pas le cas, et vous le savez pertinemment, les étrangers clandestins, y compris quand ils sont retenus en centre de rétention, sont bien traités, bénéficient d'assistance juridique et mangent équilibré. Eux, oui, ils mangent équilibré. Nos petits mahorais n'ont pas cette chance, car il n'y a pas de cantine dans les écoles, et la submersion migratoire que vit ce bout de France dans l'océan Indien n'y est pas pour rien. Ce qui me choque aussi, c'est votre capacité à oublier les droits bafoués des Français. Où est l'équilibre dont vous parlez ? À Mayotte, que dire du droit de nos compatriotes qui ne peuvent accéder à l'hôpital puisque celui-ci est en quelque sorte préempté par les clandestins ? À Mayotte, que dire du droit de nos petits compatriotes qui ne peuvent accéder à des classes non surchargées du fait d'une véritable submersion migratoire ? À Mayotte, que dire du droit de nos compatriotes de vivre en sécurité ? Ce territoire est totalement gangréné par la délinquance et la criminalité et je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer le lien qui existe évidemment entre insécurité et immigration. La submersion migratoire, madame, a atteint un niveau tel à Mayotte que tout craque. Nos services publics s'effondrent. Alors, madame la Défenseure des droits, comment pouvez-vous faire l'impasse sur ces sujets ? Merci. La parole est à Jean-François Coulombe. Merci Monsieur le Président et merci Madame la Défenseure des droits. Ça fait beaucoup de bien d'attendre vos mots dans cette enceinte où s'exprime depuis quelque temps beaucoup de relents naphtaline Rance. Ils et elles sont, selon les chiffres du ministère, des syndicats et des associations, entre 400 000 et 800 000 en France. Ils et elles s'appellent Sekou, Mariam, Adama, Moussa, Ourim,
sont venus du Mali, de Syrie, d'Albanie, du Maroc et bientôt du Liban, de Syrie ou de Palestine. Ils et elles sont arrivés sur le territoire français avec ou sans enfants depuis peu ou depuis des années déjà. Ils et elles travaillent, ils et elles paient leur part de cotisation sociale, ils et elles paient des impôts, de la TVA, des taxes, de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les bénéfices. Ils et elles sont salariés ou auto-entrepreneurs, mais aussi parfois employés au noir par des exploiteurs malhonnêtes. Ils et elles travaillent dans le bâtiment, la santé, l'hôtellerie-restauration, les transports et même parfois dans nos services publics et nos collectivités territoriales. Or, ils et elles sont pourtant en situation qualifiée d'irrégulière sur le sol français. Ils et elles sont aussi maintenus dans une condition inhumaine de personnes sans droit ni titre et susceptibles à tout moment d'être frappées d'une OQTF scélérate. En raison de l'ineptie de la qualification des métiers et des zones géographiques en tension, l'administration française les maintient économiquement dans cette situation qui arrange fort bien entreprises et employeurs et au passage qui convient parfaitement au RN, dont les vieux parents en EHPAD sont nourris, nettoyés et soignés par ces mêmes travailleurs étrangers. Quel recours administratif reste-t-il à ces gens qui contribuent tant à enrichir notre pays, mais que notre pays a asservi cyniquement en les maintenant dans la terreur de tomber sous le coup de l'infâme loi Asile et Immigration qu'ont voté dans le même enthousiasme macronistes et lepénistes? Merci pour cette charmante question, Jean-François. La parole est à Hervé Solignac. Le député bâtisseur. Voilà, c'est ça. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la défenseure des droits, pour la clarté de vos propos qui parfois heurtent certaines oreilles, mais si vous me le permettez, vous êtes payé pour ça. Parmi les droits fondamentaux, et je le dis évidemment, ce n'est pas une attaque à votre endroit, pas du tout. Parmi les droits fondamentaux que vous défendez, il en est un qu'on n'a pas beaucoup évoqué ici, qui est l'accès à l'eau, qui est un droit évidemment vital. Vous avez mené de nombreuses actions sur ce plan-là. Je ne veux pas ici vous parler des publics en grande précarité ou des personnes sans domicile, mais je voudrais vous parler de ces milliers de Français, souvent en zone rurale ou de montagne, qui vivent parfois sur une source ancestrale, sur un puits privé, sur un forage privé, et qui, victimes du réchauffement climatique, se retrouvent privés d'eau parce que la ressource s'est tarie. Si je vous interpelle là-dessus, c'est parce que j'ai été personnellement aussi interpellé à plusieurs reprises dans mon département en Ardèche. Médiatiquement, un certain nombre de sujets ont été traités et ont fait la une de ces médias dans les Pyrénées-Orientales, dans l'Oise, dans le Var, dans l'Hérault, dans la Haute-Savoie. Enfin, je pourrais citer un grand nombre de territoires. Et j'ai le sentiment qu'on va au-devant d'une fracture extrêmement importante et de très grandes difficultés s'agissant de l'accès à l'eau. Alors, je voulais savoir si vous avez des éléments qui vous révèlent ou qui révèlent une dégradation de l'accès à l'eau dans ce type de territoire, essentiellement ruraux et de montagne. Je vous remercie. Merci. Olivier Marlex. Oui, merci, Monsieur le Président. Bon, Madame la défenseure des droits, vous, dans votre rapport, vous dénoncez les discours qui fragilisent l'état de droit et affectent notre démocratie. Moi, je suis quand même toujours un peu gêné de vous entendre vous-même, dans l'état de droit, critiquer la loi, parfois même la loi à peine votée, sur laquelle vous n'avez été saisi d'aucun recours. Je ne reviens pas sur le droit de propriété, puisque là, vous avez le droit, vous avez pu faire des observations, même si vous inventez une distinction entre les gros propriétaires et les petits propriétaires, qui, à ma connaissance, n'est pas dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais en revanche, quand vous critiquez la loi du 18 décembre 2023 sur le RSA, je ne pense pas qu'entre le 18 décembre et le 31 décembre, vous ayez été saisi de beaucoup de recours. Donc c'est vraiment votre opinion que vous exprimez. Je rappelle que la loi votée par les parlementaires est contrôlée par le Conseil constitutionnel. Donc voilà, l'état de droit, c'est ça. Après, c'est vos opinions, ce sont vos opinions politiques. Voilà. Plus précisément, une question quand même, sur la mise en œuvre de la loi du 21 mars 2022 sur la protection des lanceurs d'alerte. Sur le site internet du défenseur des droits,
préciser que vous êtes compétent pour connaître des alertes uniquement dans 4 domaines, qui sont les 4 domaines traditionnels de compétences du défenseur des droits. Je ne me souvenais pas, je peux me tromper, mais que cette compétence était si limitée. Il me semble que votre compétence, elle est absolue en matière de protection des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire que notamment dans un litige entre un lanceur d'alerte et un employeur privé, vous êtes totalement compétent. Et donc, voilà, la présentation qui est faite sur votre site internet, elle est très limitative. Et j'invite à le regarder. Disons que vous êtes compétent que dans 4 domaines. Hein. C'est écrit, voici les 4 domaines dans lesquels le défenseur des droits peut être saisi. Merci. Oui, pour rebondir sur la question d'Olivier Marleix, c'est peut-être éclairer celles et ceux des collègues députés qui s'interrogeaient. Vous faites référence, je crois en tout cas, à ce que, Madame la Défenseure des droits, vous avez adressé au Conseil constitutionnel, après le vote de la loi immigration, une contribution dans le cadre de la préparation de sa décision. D'ailleurs, vous n'êtes pas la seule à avoir adressé des contributions, mais ça vaut la peine, Madame la Défenseure des droits, en effet, d'apporter un éclairage sur 2 points. Était-ce inédit? Était-ce un précédent? Et est-ce que cela est tout à fait, à vos yeux, j'imagine, mais enfin, au regard de la loi organique, conforme à vos attributions? Je pense qu'en effet, la question mérite d'être posée. Je passe la parole à Sophie Blanc, si je ne me trompe pas. Merci, Monsieur le Président. Madame la Défenseure des droits, vous avez exprimé vos inquiétudes sur le recul des droits fondamentaux des étrangers dans le cadre du projet de loi sur l'immigration, en particulier concernant les sanctions accrues et les exigences d'intégration plus strictes. Si nous reconnaissons l'importance de respecter les droits humains et la dignité des étrangers, il est essentiel de ne pas oublier les droits des citoyens français qui peuvent parfois se sentir lésés. Une étude de l'Institut national d'études démographiques met en lumière le ressenti de discrimination inversée chez certaines familles françaises dans l'attribution des logements sociaux où les dossiers de personnes immigrées en raison de leur vulnérabilité sociale reçoivent parfois une attention prioritaire. Cette situation est perçue comme une injustice, notamment dans des quartiers populaires où la demande de logement est forte. De plus, la Paris School of Economics mentionne que l'arrivée de nouveaux migrants peut aggraver la crise du logement pour des familles françaises déjà précaires. Ces situations créent un sentiment de frustration parmi nos concitoyens. Ne serait-il pas nécessaire de revoir les critères d'attribution des logements pour garantir transparence et équité et éviter toute perception de favoritisme? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Christophe pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Madame la Défenseure des droits, à mon tour, je vous remercie pour l'action que vous menez et pour vos propos introductifs très clairs, très justes, comme l'est votre rapport annuel. Dans celui-ci, vous soulevez que le cadre législatif au contrôle d'identité est imprécis et complexe et qu'une partie de la population est surreprésentée dans ces contrôles. Je ne reviens pas sur les exemples. Cette situation a conduit des associations à saisir le Conseil d'État, qui a rendu une décision en octobre 2023 reconnaissant l'existence de contrôles ciblés et leur impact dommageable sur les personnes qui y sont exposées. Chaque année, ce sont, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, 47 millions de contrôles d'identité qui ont eu lieu sur le territoire, selon le rapport de la Cour des comptes que vous aviez sollicité, dont 32 millions de contrôles qui ne sont pas des contrôles routiers. Dans 95% des cas, ils ne connaissent pas de suite judiciaire. Nos forces de l'ordre sont pourtant demandeuses d'un travail de terrain qui ne se résume pas à une présence conflictuelle avec la population, mais au contraire qui permettent une action de fond aux résultats tangibles et pérennes. Madame la Défenseure des droits, vous évoquiez tout à l'heure la traçabilité via des systèmes numériques, pour le dire clair, un récépissé ou non. Vous évoquiez aussi le contrôle du parquet. Pourriez-vous entrer plus dans le détail de ces exemples et propositions afin d'éclairer les travaux du législateur? Merci beaucoup. Merci. Béatrice Rouleau. Madame la Défenseure des droits, votre rapport alerte sur l'état préoccupant de la préoccupation de l'enfance. Vous soulignez le défaut de coordination et de concertation des acteurs au niveau national et local, la longueur des délais d'évaluation des situations de possible danger, un recueil de la parole de l'enfant inadapté, des défaillances dans l'effectivité des mesures de protection et une insuffisance de contrôle des établissements de la protection de l'enfance. Ce constat, chacun le fait.
Je rappelle souvent pour ma part l'affreuse affaire du petit Bastien en Seine-et-Marne, mis dans une machine à laver par son père bourreau, mort après 9 signalements et 3 informations préoccupantes restées sans effet. Et ce rapport de la Cour des comptes de 2014 indiquant qu'en 5 ans, 39 établissements publics seulement avaient été contrôlés. Pourriez-vous nous indiquer vos préconisations et nous dire si, selon vous, un droit de visite des parlementaires dans les établissements accueillant des enfants, qui a fait l'objet d'une PPL de mon groupe, serait de nature à améliorer la détection des cas de maltraitance? Enfin, ce n'est pas le tout de détecter les cas de maltraitance, faudrait-il encore pouvoir sortir ces enfants des griffes de leurs bourreaux? Or, si l'on en croit les chiffres du syndicat de la magistrature, 77% des juges pour enfants auraient au moins une fois dans leur vie renoncé à prononcer une ordonnance de placement faute de place en foyer ou en famille d'accueil. Ce chiffre qui fait froid dans le dos montre l'échec total de notre système de protection de l'enfance. Il aurait eu toute sa place dans votre rapport et il devrait, à mon sens, être mis en parallèle avec les budgets alloués pour les mineurs non accompagnés lorsqu'ils ne sont pas justement des mineurs non accompagnés mais des majeurs. Je vous remercie. Merci. Marc Pénat, plutôt pour terminer, Philippe Schreck. J'ai changé ma phrase. Non, j'ai changé. Micro. Un problème avec votre micro, mon cher collègue. Oui, voilà, ça marche. Monsieur le Président, Madame, je vous remercie beaucoup pour votre travail et ce rapport et votre exposé très, très clair. Dans ce rapport, si je puis me permettre, il y a une absence. Je suis un ancien doyen, président d'université, et je m'attendais à ce qu'il y ait, en complément de ce qui est dit sur les élèves sans affectation, quelque chose qui concernerait les étudiants et leurs difficultés rencontrées pour faire respecter leurs droits à l'université, et notamment en ce qui concerne l'égal accès à l'université. Il y a eu 2 rapports au mois d'avril 2024, évidemment que je vous en donne acte, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait un développement. Et là-dessus, je pense qu'il y a des choses à voir en ce qui concerne, vous le savez, les plateformes dites d'orientation, Parcoursup et maintenant Mon Master. Beaucoup de recours des familles, des étudiants, quant aux décisions qui sont prises par ces plateformes, et je dis bien par ces plateformes, parce qu'on ne sait pas très bien qui il y a derrière ces plateformes, sinon des algorithmes. Beaucoup de difficultés familiales qui s'ajoutent déjà aux difficultés que connaissent les étudiants dans des tas de domaines, vous le savez bien. Et c'est vrai qu'au mois d'avril, votre enquête rendait bien compte des motivations de ces familles et de ces étudiants et montrait qu'en fait, ces dispositifs, en tout cas pour Parcoursup, c'est une évidence, sont, je dirais, inappropriés dans la plupart des cas. Et donc, je voudrais savoir, alors qu'il y a une multiplication de réformes dans ce domaine et que la lisibilité n'est absolument pas claire, parce qu'en fait, on ne prend pas une décision qui devrait être claire. Pour moi, c'est l'égal accès à l'université. Comment on pourrait assurer la transparence et l'objectivité de ces décisions? Merci, Monsieur le Président. La dernière question est pour Philippe Schreck. Merci, Monsieur le Président. Madame la Défenseure des droits, dans une décision cadre du 30 mai 2023, vous recommandez à titre principal de mettre fin à la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle et donc de revenir à un jugement classique pour tous les délits. Vous évoquez des erreurs dans la qualification des faits, les montants trop élevés de consignation, des difficultés de réception des ordonnances, tout autant d'éléments qui altèrent les droits des usagers de contester en vérité ces amendes. Or, la tendance du législateur et la pratique des acteurs judiciaires tendent pourtant à généraliser l'amende forfaitaire délictuelle, non pas pour traiter la délinquance, mais plutôt pour satisfaire à une obsession de statistiques et augmenter artificiellement le taux de réponse pénale.
Au-delà de la rupture d'égalité, l'amende forfaitaire délictuelle a pour conséquence de fusionner le traitement des délits avec celui des contraventions. Or, puisque nous évoquions souvent l'état de droit ou l'état du droit, la classification pénale entre contraventions, délits et crimes, et donc leur traitement judiciaire différencié, est un des piliers de l'état du droit pénal. J'en viens à mes questions. Ne pensez-vous pas ainsi que le maintien de l'amende forfaitaire délictuelle, dont la force dissuasive est totalement nulle, ne peut aussi qu'alimenter l'idée que la délinquance n'est pas réellement traitée? Et deuxième question, ces procédures constatent et consacrent la mise à l'écart concrète des victimes. N'est-ce pas là aussi une rupture d'égalité entre les citoyens devant la justice? Je vous remercie. Merci. Je vous laisse répondre, Madame la défenseure des droits. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Je vais peut-être redémarrer avec ce que vous disiez au début, Monsieur le Président, sur la question de notre rôle en tant que contrôle de la déontologie des forces de sécurité. D'abord, vous dire qu'on a beaucoup de liens, évidemment, avec l'IGPN et l'IGGN, avec les forces de sécurité, puisque nous leur demandons régulièrement des pièces et nous échangeons sur les sujets. Et vous précisez aussi que nos décisions dans 3 de nos domaines de compétences, c'est-à-dire déontologie, discrimination et droits des enfants, passent devant des collèges avec des personnalités nommées par la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président de la Cour de cassation, le vice-président du Conseil d'État et pour les droits des enfants, le président du CESE. Et dans, par exemple, le collège déontologie, on a eu un collège hier, déontologie, on a un ancien DGPN, il y a Claude Balland qui est un ancien DGPN, donc ça donne quand même de la crédibilité à nos décisions. Et puis, du coup, ça me permettrait de rajouter ce que nous disons beaucoup sur la question du contrôle de la déontologie. Il se fait d'abord par les pairs, puis par la hiérarchie, puis par le contrôle interne. Et j'ai toujours dit qu'il fallait maintenir un contrôle interne, mais effectivement renforcer le contrôle externe. Et je peux vous dire que dans les décisions que nous avons validées hier, ce qui est totalement impressionnant comme point commun, c'est justement que la hiérarchie n'a pas joué son rôle de contrôle de la déontologie. Et c'est pour nous assez frappant et ça dit quelque chose. Madame Leroux, sur l'absence de réponse de l'administration et la question des France Services. En fait, ce que nous continuons à recommander, c'est vraiment la question de la possibilité de déposer un dossier en papier. En fait, pour nous, il y a 2 valeurs qui sont importantes, la possibilité de continuer à déposer un dossier papier, donc pas forcément dématérialisé, et la deuxième, c'est le maintien des accueils physiques. On pense que ce point-là est absolument indispensable, et dans les espaces France Service, enfin je redis, il y a eu une amélioration, mais dans les espaces France Service, vous n'avez pas des agents de la CAF, de la CPAM ou de la CARSAT, et bien là, ils n'ont pas accès au dossier. Donc, quand il y a une bonne relation avec ce qu'on appelle le back-office, donc avec ces services publics, ça fonctionne. Mais en fait, ça fonctionne plutôt mieux en zone rurale parce qu'il y a moins de tensions. C'est plus difficile dans certaines zones plutôt urbaines où il peut y avoir des difficultés. Et une de nos recommandations aussi sur les espaces France Service, c'est qu'il y ait des permanences de la CAF, de la CPAM, de la CARSAT pour justement avoir des personnes qui ont accès au dossier et qui pourront régler le problème. Monsieur porte sur la liberté de manifester et les effets de nos recommandations. Alors honnêtement, sur les dernières manifestations, on est encore en enquête, donc il faut nous laisser finir l'enquête. Mais effectivement, nous avons été saisis sur des NAS sans point de sortie. Vous savez que le Conseil d'État s'était prononcé sur la possibilité de NAS, mais avec un point de sortie. Et ce que nous constatons, c'est sans point de sortie, mais nous rendrons une décision. Et effectivement, je l'ai dit plusieurs fois, c'est quand même la première fois que nous avons été autant saisis par des journalistes qui ont pu être victimes de violence ou empêchés de travailler. Et donc, pareil, nous rendrons une décision. Madame Capdevielle, sur la question de la protection de l'enfance, oui, nous sommes en enquête. Pareil, je sais bien que ça prend du temps, mais comme on fait des enquêtes en contradictoire, en fait, on est dans la phase de contradictoire. C'est-à-dire les notes soumises au contradictoire sont parties dans les départements, 14 départements sur lesquels on est en enquête, et nous attendons les réponses. On devrait pouvoir rendre des décisions à la fin du mois de janvier, qui seront des décisions probablement pour certains parents
par département, et puis après des recommandations plus générales. Mais effectivement, je suis très inquiète de ce que nous observons, effectivement, de décisions de justice non appliquées, de manque de travailleurs sociaux, de difficultés de recrutement, mais c'est des populations aussi, des travailleurs sociaux qu'on a mis en difficulté quand on leur a demandé de passer à encadrer 100 jeunes au lieu de 50. C'est pas non plus les mêmes conditions de travail, mais là, pareil, je sais qu'il y a quelques députés qui nous ont demandé de rendre des décisions rapidement. Là, le contradictoire fait que ça prend du temps, mais vraiment, notre but est d'arriver fin janvier. Sur Monsieur Di Filippi et Madame Schreck... Di Filippo, pardon, excusez-moi. Et du coup, Monsieur Schreck aussi sur la question des AFD et des gens du voyage. En fait, vous voyez, je trouve que c'est là qu'on est vraiment utile dans les réclamations que nous recevons. Et ce que nous avons reçu sur la question des AFD, c'est en fait des personnes qui n'ont pas reçu l'AFD, qui du coup ne sont informées que quand elle est majorée, parce que ça se comprend, en fait, les gens du voyage, ils voyagent, puis vous savez quoi, quand vous n'arrêtez pas de mettre en opposition les populations, dedans, une femme qui était juste hospitalisée, qui donc n'a pas pu contester à temps l'AFD, donc on défend les droits de tous, et ça, vous continuerez à vous dire que nous défendons les droits de tous, et que nous n'opposons pas les populations, puisque justement, sur les AFD, en fait, on constate des points communs, elle n'avait pas reçu, elle n'a pas pu la contester à temps, donc elle a été majorée. Effectivement, l'autre difficulté que nous observons, c'est le montant de la consignation, qui pour certaines populations est évidemment un obstacle. Et sur le fond du problème, ce qui nous inquiète, c'est le non-accès au juge, en fait. Parce que le juge permet une individualisation de la peine. Et ce que nous reprochons à ces AFD, c'est quand même, sur des délits, c'est quand même inscrit au casier judiciaire, sans passer par les mains d'un juge. Oui, on peut les contester, mais nous, ce que nous observons, c'est des difficultés de contestation, parce qu'en plus, il faut, pour le coup, c'est pas envoyer en recommandé, mais vous devez le renvoyer en recommandé avec le bon papier, et c'est excessivement compliqué. Voilà les difficultés qu'on observe. Et après, sur la question plus précise des gens du voyage, dans une grande partie des saisines qu'on a eues, c'est plutôt justement sur des territoires où les aires d'accueil et le nombre d'aires d'accueil n'étaient pas respectés, ni la qualité des aires d'accueil. Et donc le problème des AFD est bien plus général que la question des gens du voyage. Et dans tout ça, il s'agit évidemment de respecter les droits de tous. Monsieur Duplessis, sur les questions des lycéens sans lycée, parce que moi c'est comme ça que j'appelle cette décision que nous avons rendue. Donc je suis alertée et je voudrais vraiment insister là-dessus, parce que sur les questions d'inégalité et les questions de jeunes, c'est quelque chose qui m'impressionne. En 2022, nous sommes alertés par le fait que des jeunes lycéens admis en seconde ne sont pas affectés dans un lycée, ne font pas leur rentrée scolaire. Donc nous avons de forts pouvoirs d'enquête, nous rentrons en enquête et le ministère de l'Éducation nous répond. Donc c'était 18 000 jeunes non affectés à la rentrée scolaire en 2022, c'est monté à 27 000 en 2023. Nous avons fait un certain nombre de recommandations. Je ne suis pas aussi pessimiste que vous, parce qu'il y a une partie des recommandations qui a quand même été suivie, mais pas suffisant, puisqu'on en est encore à 27 000 qui ne font pas leur rentrée scolaire le jour de la rentrée. Vous imaginez quand même pour un jeune la violence, de ne pas faire sa rentrée en même temps que tout le monde. Et puis quand même, quand il l'a fait 15 jours, 3 semaines, un mois après, évidemment qu'il va être en difficulté scolaire et qu'il va avoir raté un certain nombre de cours. On avait recommandé que tous les cours Tour Affelnet aient lieu en juillet. J'ai noté effectivement qu'il y avait eu un tour en septembre, ça ne nous paraît pas satisfaisant, il faut tous qu'ils aient lieu en juillet. Nous avions recommandé un accueil physique dans les rectorats quand il n'y a pas eu d'affectation, ce qui apparemment a été fait, mais pas forcément suffisamment, mais ce point-là était important durant l'été. Et je conçois que pour les rectorats, c'est pas facile à mettre en place, mais il faut que les parents et les jeunes puissent aller voir quelqu'un justement physiquement pour essayer de résoudre le problème. Nous avions recommandé de rappeler juste ce qu'est la loi, c'est-à-dire un jeune qui a raté son bac ou son brevet, il y a une obligation pour le lycée et le collège de le reprendre. Donc ça a aussi été rappelé. Et puis, parce qu'il peut toujours y avoir des difficultés quand même le jour de la rentrée, que le jeune soit accueilli dans son école, son collège d'origine ou son lycée d'origine le temps de l'affectation, c'est-à-dire qu'il ne soit pas laissé seul chez lui. Et sur la question aussi du fait, effectivement, ça concerne pas mal de lycées professionnels, mais pas que. Et sur, effectivement, l'aberration sur certains métiers en tension. Et je pense à une jeune qui voulait faire justement un CAP petite enfance et qui n'avait pas été affectés, alors que ce sont des métiers en tension. Monsieur Gillet, sur la question de Mayotte, oui, la France manque d'humanité. Moi, je le dirais exactement comme ça, oui.
Oui. Et la France manque d'humanité, pas simplement d'ailleurs avec les étrangers, elle manque d'humanité avec un certain nombre de personnes qui ont du mal à faire valoir leurs droits. Et on est tous concernés par cette question-là. Je vous redis, mettre en concurrence les populations n'a jamais permis de mieux défendre les droits des Mahorais. C'est une erreur de mettre en concurrence les populations. Les difficultés d'accès aux soins sont cruciales, les difficultés d'accès à l'eau sont cruciales. On a été saisi, on rendra des décisions fin d'année ou janvier, d'ici la fin de l'année. Vous dites tout craque à Mayotte. Je suis assez d'accord que tout craque à Mayotte et que la situation est assez effrayante pour tout le monde. Mais je vous redis, c'est pas en mettant en concurrence les populations qu'on réglera la question des droits. Monsieur Coulombe, sur la question des personnes en situation irrégulière, moi, ce qui me frappe surtout, c'est les risques d'exploitation et on a rendu des décisions dans ce cadre-là, et où a été reconnue la traite d'êtres humains dans une affaire d'un restaurateur qui faisait travailler des personnes sans papier au-delà des heures et en dessous du tarif minimum, en les maintenant dans des conditions d'exploitation. Le risque est effectivement la traite d'êtres humains. On l'a vu dans cette situation, on peut le voir sur des jeunes aussi, poussés à la délinquance et où on remarque aussi une traite des êtres humains. Monsieur Solignac, sur les questions d'accès à l'eau, oui, on commence à avoir un certain nombre de difficultés. Alors effectivement, on a beaucoup cité Mayotte, on a aussi cité la Guadeloupe, on voit des difficultés aussi en France. Du coup, j'ai juste envie de vous signaler notre rapport annuel enfant qui sortira le 20 novembre et qui va être sur le droit à un environnement sain. Et c'est très intéressant parce qu'on a consulté, vous savez, dans ces cas-là, on fait à la fois des auditions et on consulte, on part aussi de nos réclamations et on consulte les enfants. Et cette question d'accès à l'eau est revenu dans la consultation des enfants. Et c'est vraiment des difficultés sur lesquelles on peut être saisi et de difficultés après, évidemment, de coûts. Monsieur Marlex, sur le fait de pouvoir critiquer la loi, en fait, c'est pas une critique de la loi, je dirais, simple, c'est juste par rapport à ce qu'on observe dans les difficultés de nos réclamants. Alors certes, vous avez tout à fait raison de dire, on n'avait pas encore vu l'impact, mais on voit déjà ce qu'on voit avant dans les difficultés de respect des droits des personnes. Donc c'est à ce titre-là que je rends des avis au Parlement. C'est bien par rapport aux difficultés qu'on observe et où on se dit que certains articles de loi vont les aggraver. Et la réalité, sur la question du RSA, permettez-moi d'y revenir, c'est qu'évidemment, il faut améliorer l'accompagnement. Mais là-dessus, je n'ai pas de doute. Et qu'on a mis à un moment de côté cette question de l'accompagnement. Mais moi, la question, c'est de laisser aux personnes des moyens suffisants d'existence. Et quand l'accompagnement a lieu, et quand l'accompagnement se fait le plus tôt possible, évidemment que ça peut donner des résultats. Mais moi, je peux vous dire aussi la stigmatisation, la question du non-recours, l'augmentation du non-recours dans ce genre de situation. Et évidemment que nous pouvons être saisis de situation, mais comment vous dire, on parlait du manque de notoriété de l'institution, là on est face à des publics qui ne nous connaissent pas forcément. Et non, je ne crois pas que vous connaissiez mes opinions politiques. Et la question de la défense du droit n'est pas une question de droite ou de gauche. Et j'espère qu'elle est au-delà, justement, des questions d'opinion politique. Je l'espère. Et sur la question du Conseil constitutionnel, en fait, comme tout citoyen, on a le droit de faire des contributions. Donc je ne vois pas pourquoi l'institution n'aurait pas le droit, comme les citoyens, d'apporter une contribution. Et nous l'avons fait, non, ce n'est pas du tout la seule fois, nous l'avons fait 7 fois depuis le début de l'institution et sur des sujets en fait assez variés. Monsieur Marleix, sur la question des lanceurs d'alerte, ça m'intéresse beaucoup votre remarque, parce qu'en fait, ça veut dire que quelque chose n'est pas très clair sur notre site internet, parce que non, pas du tout. Mais nous sommes compétents. En fait, je pense que... Mais ça prouve que quelque chose n'est pas clair. Hein. Moi, alors là, je vous dis, sur la façon... C'est qu'en fait, on est compétent pour traiter le contenu de l'alerte dans nos 4 domaines de compétences. En revanche, vous avez parfaitement raison, nous sommes compétents sur l'ensemble des lanceurs d'alerte pour les orienter, et entre autres les orienter vers une autorité externe de recueil des signalements, ou les accompagner pour une certification, ou les accompagner encore quand ils sont victimes de représailles et faire des observations devant les tribunaux, parce que très souvent ça va... Donc ça veut quand même dire que quelque chose n'est pas clair. Je vais le regarder après pour voir comment on peut améliorer la clarification de ce qu'on dit là-dessus. Mais non, nous sommes parfaitement compétents, mais il faut distinguer le traitement de la lettre de la question orientation, certification et accompagnement quand il y a des représailles. Non, il en reste encore. Oui, il en reste encore, bien sûr, il y a plein de pages encore. Madame Blanc, sur la question de l'accès aux logements sociaux, on a mené une étude, et je l'ai évoquée,
qui est assez frappante sur le fait que c'est les personnes les plus pauvres qui ont le plus de mal à accéder aux logements sociaux et très sociaux, quelle que soit d'ailleurs la question de leur origine. Sur la question des logements sociaux, franchement, on est face à une situation dramatique, avec un manque de construction de logements sociaux et très sociaux surtout. En fait, ce qui manque, c'est du très social. Il y a urgence à construire plus de logements sociaux pour que tout le monde puisse avoir accès aux logements sociaux. Monsieur Christophe, sur les contrôles d'identité, là, vous me demandez quelle méthode de traçabilité. D'abord, je crois à l'importance de la présence sur le terrain des forces de l'ordre. Mais la présence sur le terrain ne veut pas dire demander une pièce d'identité à tout bout de champ. Et la question de la traçabilité, moi je pense qu'il faut je pense que la seule façon, c'est quand même de mener une expérimentation qui compare les méthodes de traçabilité. Est-ce que c'est comme les Anglais, enregistrement sur tablette, puisque maintenant ils ont Néo, les forces de l'ordre, donc ce serait, en fait ils ont déjà l'outil, enregistrement sur tablette, et si vous vous sentez victime d'un contrôle d'identité discriminatoire, vous pouvez le lendemain aller à la police et demander un récépissé, dans ces cas, dans ce contexte-là, donc ce n'est pas un récépissé systématique, c'est ce que fait la Grande-Bretagne. L'Allemagne, dans ce qu'on comprend du projet de loi, ce serait plutôt la remise d'un récépissé systématique, donc il faut aller observer les différentes possibilités. Est-ce que les caméras piétons pourrait finalement aussi, mais nous, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'elles ne sont pas toujours déclenchées, mais est-ce que ça pourrait aussi suffire comme méthode de traçabilité? En fait, il faut aller comparer, mais c'est vrai qu'avec l'outil Néo, ce que commencent à dire les gendarmes, c'est qu'en fait, ils ont déjà un moyen de traçabilité. Et la question du contrôle du parquet, c'est que le parquet, finalement, donne l'ordre de contrôle d'identité, et puis il n'y a pas de retour sur la réalité de ce qu'ont donné ces contrôles d'identité. C'est là-dessus qu'on dit qu'il faut un contrôle du parquet. Madame Bouillot, sur les questions de protection de l'enfance, j'ai déjà en partie répondu. La question de visite parlementaire sur place, je ne suis pas forcément capable de vous répondre. La question du contrôle, on n'a pas de doute. Alors là, dans nos recommandations, il faut des contrôles beaucoup plus fréquents des foyers. Et là-dessus, ne mettez pas en opposition les MNA et les enfants en protection de l'enfance. C'est pas ça qui va régler le problème. C'est pas les MNA... C'est pas les MNA qui encombrent la protection de l'enfance. C'est pas parce qu'on mettra ces populations en opposition qu'on s'occupera le plus des enfants les plus défavorisés. Et nous, ce que nous constatons, vous abordez la question de la majorité, et nous, ce qu'on constate plutôt assez régulièrement, c'est que la majorité, est plutôt, en l'occurrence, une minorité. Monsieur Pénin, c'est ça. Les étudiants, vous avez parfaitement raison, c'est une de nos préoccupations. On a vu des difficultés, on a à un moment, effectivement, s'est plongé sur Parcoursup, on voit les difficultés sur mon master. En fait, ça pose toute la question de l'algorithme et de l'intelligence artificielle qui manque totalement de transparence. Enfin, nous, ça fait un moment qu'on demande les algorithmes précis pour comprendre, et pareil, pour que les jeunes puissent avoir un recours. De façon plus générale, nous ne sommes pas assez connus des étudiants. Nous avons peu de réclamations de jeunes. C'est un de nos soucis. Par contre, ils appellent sur la plateforme antidiscrimination, mais pas suffisamment. On en revient à la question de la notoriété. On est en train d'ouvrir des permanences dans les universités, en se disant qu'on va peut-être, en étant présent sur le terrain, voir des difficultés. Mais cette question de transparence, et vous dire qu'on va rendre un rapport début du mois de novembre sur l'intelligence artificielle et les services publics, et aussi les questions, et on fait un certain nombre de recommandations. Sur M. Schreck, sur les AFD, je pense que j'ai répondu. Oui, un complément, je voudrais vous faire 2 compléments si vous me le permettez. Un complément Mayotte pour vous dire sur quoi on est en enquête. On est en enquête sur la question de l'accès à l'eau, sur la question de l'accès à l'école, sur la question de la justice, du service de la public de la justice qui est en difficulté, sur la question du logement et sur la question d'éloignement. Vous voyez donc que ça recouvre l'intégralité de la population qui vit à Mayotte. Non, je voudrais vous rajouter un petit mot. Et Mayotte, c'est début d'année et peut-être des décisions, parce qu'il y a toute la phase aussi contradictoire, petite précision. Non, je voudrais vous dire un mot parce que sur ce que j'ai pu observer à Marseille en y étant la semaine dernière, j'ai quand même été frappée de jeunes qui sont scolarisés à 1 heure de chez eux,
sur lequel le bus dans lequel ils doivent monter est bondé et ne passe que toutes les 20 minutes. Et donc, c'est comme ça qu'ils ratent le début des cours. On ne les met pas dans des conditions correctes. 4 ans d'attente pour un rendez-vous en CMP. Des arrêts de bus qui sont déplacés sans dialogue avec la population et entre autres au bas d'un bâtiment où il y a 30 marches à descendre. Donc, les mamans avec poussettes ne peuvent pas aller jusqu'au bus. Les personnes handicapées ne peuvent pas aller jusqu'au bus. Un gymnase qui est fermé depuis 18 mois. Du coup, les jeunes, pour faire du sport dans leur lycée, vous savez, le sport, c'est du coup sur le trottoir, en marche rapide, c'est la seule façon de faire du sport. Des jeunes qui n'ont pas accès, qui ont des difficultés aussi d'accès à la cantine, accès au stage. Voilà, une situation que je trouve effrayante et qui demande une meilleure prise en charge de tous ces jeunes. Voilà, je vous remercie beaucoup pour ces échanges. Merci à vous. Et je vous redis que nous sommes toujours à recours pour vous aussi. Ça arrive régulièrement que vous nous transmettiez des réclamations. Merci. Je souligne que mardi prochain, donc, nous aurons l'audition de Catherine Vautrin, la ministre du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Et peut-être que le lendemain, nous procéderons à l'élection d'un nouveau vice-président du bureau de la Commission, puisque Frédéric Valletoux vient d'être élu président de la Commission des affaires sociales. Merci à vous.